Autour de cette table, il y a des gens que vous regardez depuis toujours et qui vont parler business et entrepreneuriat. Des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui ont bâti des empires à plusieurs centaines de millions d'euros. Le premier soir, ça fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on parle d'une époque où je gagne 100 euros par mois avec YouTube. Aujourd'hui, si on donne les règles du jeu sur une page blanche à un entrepreneur passionné, je sais pas s'il a envie vraiment de le faire en France en fait. Tous sont de talentueux entrepreneurs et ils vont nous livrer les coulisses de leur succès. On va parler business, entrepreneuriat, réussite, échec et argent. Bienvenue dans l'addition. Merci à tous d'être là, je suis trop content de vous avoir pour ce premier épisode de l'addition. On va parler business, entrepreneuriat, on va voir la création de contenu. Il y en a qui ici ont monté des boîtes grâce à la création de contenu, des empires. Il y a plein de profils autour de la table. Samuel Albert qui est un grand chef, qui a beaucoup de restaurants sur Angers, qui a gagné Top Chef en 2019. Et qui est associé avec Emmanuel. Et qui est associé avec Emmanuel. D'ailleurs, vous avez un resto ensemble, Place du Ralliement à Angers pour ceux qui connaissent. Quand il m'a pointé du doigt, je me suis dit, oh là. Ah bon? Tu le sais pas encore, c'est pas vrai. Moi je signe des papiers, je sais pas avec qui je suis. Bientôt. Il y a des discussions qui vont avoir lieu autour de cette table et qui vont créer d'autres empires. Lucien et Maxime Amixem, La Boiserie, deux gros créateurs de contenu, 9 millions d'abonnés, 9 millions d'eux. On n'a qu'à dire à deux, on fait combien? On doit être à 10 millions. 14-15 millions d'abonnés au moins. Bon, vous avez là aussi bâti beaucoup de choses grâce à vos images. Fif, cofondateur de Bouscapé. On verra comment en 2004-2005, vous avez réussi à lancer un média alors qu'il n'y avait pas Internet, presque pas Internet, en tout cas pas YouTube. C'est pas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui en tout cas. Ouais, clairement, on verra comment vous avez réussi à convaincre l'Assasem et tous ces gens-là et à monter un empire des médias. Et Nicolas Beckham, qui était boulanger à la base et qui maintenant est là aussi monté un empire qui fait 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et toi, c'est plutôt dans la boulangerie Maison Beckham. Pour ceux qui connaissent dans l'Ouest, c'est assez connu. Voilà, tu nous diras comment tu es passé de boulanger à un chef d'entreprise qui gère 36 boulangeries aujourd'hui à Angers. Maxime, je voulais démarrer avec toi. D'accord. Voilà, c'est le choix qu'on a fait ici. Tu as donc une chaîne YouTube depuis 2012. Je sais qu'à chaque fois, tu as le côté un peu, ça fait vraiment très très vieux, quoi. Oui. Mais tu as démarré seul dans ta chambre aujourd'hui. Tu peux nous parler un peu de l'empire que tu as réussi à bâtir? Bah du coup c'est marrant parce qu'autour de la table je pense qu'il y a quand même des volontés communes parce que quand on est tous centrés sur une seule activité, au bout d'un moment on se dit oula, est-ce que c'est pas un petit peu risqué? Donc, tu utilises beaucoup le mot empire. Je sais pas si j'ai un empire parce que je m'estime pas comme étant Napoléon en mode conquérant, mais en tout cas, j'ai eu envie de diversifier parce que, comme plein de métiers, en fait, si j'ai même pas envie de dire tout s'écroule, mais si juste je me casse les deux jambes, ça devient très vite compliqué, quoi. Donc, la diversification, elle est absolument essentielle. Et puis, en fait, je pense que j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat. Il s'est trouvé que YouTube est un prétexte à l'entrepreneuriat. Okay. Et quand on aime l'entrepreneuriat, en fait, on se dit « Et sinon, il y a quoi d'autre sur le buffet à volonté de l'entrepreneuriat ?» Et donc, c'est un peu comme ça que, comme j'ai un papa commerçant, etc., et que j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai été attiré vers d'autres choses. Et en fait, le démarrage, c'est toujours d'abord un projet passion, quoi. Donc, effectivement, le textile avec SpaceFox, ça a été d'avoir une espèce de page blanche créative, de pouvoir créer des vêtements. Je me suis rendu compte sur le trajet que c'était avant tout un métier de logistique, le textile. Donc, en fait, c'est pas vraiment ce qui me plaisait. Okay. C'est-à-dire que les dessins, ça prend 10% du temps et 90%, c'est comment on stocke une fois qu'on a fait produire. Donc, ça m'intéressait un peu moins. Donc, j'ai arrêté et on s'est reconverti vers de la bijouterie spatiale parce que c'est des météorites à la place des diamants. Mais voilà. Et puis, aujourd'hui, la dernière grosse aventure entrepreneuriale, en dehors de YouTube, évidemment, c'est Star Smash. Et donc, c'est des dark kitchens à travers la France, la Belgique. Okay. Voilà. Et on est dans plus de 70 points de vente. Et puis là, on va ouvrir, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, en fait, parce que j'ai des associés quand même. Mais on va ouvrir des lieux physiques prochainement. Donc voilà, c'est trop chouette. Mais le cœur de mon métier, après, j'arrête de parler, pour le reste de l'émission d'ailleurs, parce que j'ai mon temps de parole qui est déjà éclaté, c'est YouTube et c'est la production de contenu. Et je partage un truc avec Lucien, c'est qu'on le fait à Angers, avec plein de gens, enfin des équipes qu'on aime, qu'on essaye de garder, de fidéliser. Voilà, un vrai truc un peu chauvin, sain d'Angers. Et ouais, j'ai beaucoup de points communs avec Lucien là-dessus. Ouais. Mais justement, vous deux, du coup, à la base, YouTube, la création de contenu, et autour de ça, vous vous êtes dit à un moment donné, ça fait un peu de chiffre d'affaires, ça fait un peu d'intérêt, et je peux faire d'autres choses avec ce chiffre d'affaires. D'autres boîtes, ouais, tu vas en parler, mais toi aussi, du coup. Bah, moi, j'ai rien à rajouter. Pareil. Bon, bah, allez, on y va, nous. Allez, les gars, c'était top. Les gars, c'était... Allez, on passe au dessert. Non, mais oui, c'est vrai que moi, c'est la même chose, en fait. Enfin, il y a beaucoup de points communs. De partir d'une passion et puis de se dire, comme il dit, le buffet à volonté de l'entrepreneuriat, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, résoudre des problèmes, créer une entreprise, faire des choses qui nous passionnent, le textile. Alors moi j'ai été passionné un peu par la logistique du textile et donc j'ai pas arrêté, puis c'est vraiment YouTube et le textile moi.
Parce que là, tu as une chaîne YouTube principale de presque 2 millions d'abonnés. Et autour, tu as plus d'une dizaine de boîtes. Tu as un château, tu as des SCI et tout. Donc, C'est ça. vraiment, OK, tu t'as mis le doigt dedans et après, tu es parti. Tu t'arrêtes plus. C'est ça, après l'engrenage prend, hein. On a besoin d'un bâtiment, on a besoin de s'agrandir, on essaie de trouver un lieu qui nous correspond, et puis après on a une problématique, c'est les expéditions, les envois, la création de textiles, et puis après j'ai racheté une usine de textiles, enfin ça c'est tout récent. Du coup, maintenant, mon textile, en fait, c'est Lucien. Je D'accord, tiens à le dire, ok, en c'est fait, ça. le peu de textile que je fais, j'appelle la boîte de Lucien. C'est mon idole et mon client. Qui est une boîte nantaise d'ailleurs, de ce que j'ai compris. C'est à côté. C'est ça incroyable, non, vraiment, c'est incroyable. Ouais, C'est ouais. une super équipe et une super boîte. Ah ouais, je suis très content parce que ça a toujours pris, on a commencé tout doucement, et puis après on a fait une partie chez nous, on a pris une équipe, et puis aujourd'hui, là, il y a quelques semaines, mois, on a racheté la deuxième plus grosse usine de textile de France. Elle est basée Donc, où à Nantes. D'accord. Ouais. Et puis on a vraiment fait l'aventure au bout. On a repris les murs, on a conservé tous les emplois. Donc c'est un vrai challenge. C'est une boîte qui est là depuis une quarantaine d'années. Et donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on fait nous déjà depuis 10 ans. Moi ça fait 2013. Putain. Ouais. Ma chaîne YouTube, Mais attends. elle est de 2013, mais j'ai commencé à gagner ma vie avec en 2017. Ok, ouais, ok. Mais à côté de toi, on n'est rien du tout. Parce que t'as. Enfin, je veux dire, Ouais. vraiment. Bah, il a commencé quand on 2005, était né. t'imagines. Non, mais. Ouais, mais vous arrivez à bien transformer niveau argent et tout ça, vous êtes bon et diversifié, donc vous êtes bon dans ça. Mais toi aussi, Donc, parce que moi une fois j'ai fait la prod complètement gratuitement pour Bouscapé. Et je pense qu'il est pas au courant. Ah ouais, non, je sais pas pour quel... Avec Rémi Bousca-Salle. Ok, Qui a d'accord. bien marché d'ailleurs, Ok. dans un espèce de château écroulé. Alors c'était le freestyle de qui du coup? De Rémi. Ah, de Rémi, ok, de Rémi Daubert, ok, d'accord. Ouais. Et Ok. donc ce jour-là, je crois pas que tu étais là. Non. Il y avait, c'était avec Rémi McTayer et on avait organisé toute une prod dans un vieux manoir que j'ai qui est un peu écroulé. Ok. Et il était habillé tout en militaire et c'était je cool vois. parce qu'à l'époque, c'est à l'époque où j'ai lancé ma boîte d'airsoft. Et donc il était habillé tout en militaire. Et on avait fait toute une vidéo qui était super bien tournée, bien montée et qui a marché à mort. D'accord. Ça avait marché à mort. Incroyable. C'est moi qui avais tout D'accord. géré, les lumières et tout. J'étais derrière chaque caméra et tout. Et donc toi, t'étais quoi? T'étais basé à Paris Bah, à en ce fait, moment-là? T'étais- non, moi c'est chez moi et c'est ton équipe qui est venue Ok. et, de Paris. Et moi, Rémi, c'est mon pote. Et donc en fait, moi je fais mes vidéos. Puis à côté, ça me faisait plaisir de mettre mes lieux Mhm. à disposition, quoi. Ouais, tu vois, Ah, c'est- incroyable. c'est Tu vois, rigolo, tu vois. la magie du La direct. magie commence. Voilà, exactement. Non, mais C'est c'est complètement le fort. but de Ouais, cette trop bien. émission. Trop bien. Et Emmanuel, justement, Ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu es la personne qui a fini la quête principale du jeu. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais construire cette émission. Exactement. Maintenant, tu fais les quêtes secondaires parce que tu es le seul autour de la boîte autour de la table, pardon, justement, à avoir vendu ta boîte. Quand tu regardes des empires qui se sont bâtis autour de l'image, ça te fait quoi? Tu te dis, moi, j'ai vendu 250 millions, mais personne ne me connaît. Est-ce que tu es plutôt heureux de ça ou est-ce que tu es frustré du fait que personne ne te connaisse, justement? On va dire vivons heureux, vivons cachés. Hein. Alors, moi, je ne suis pas du tout frustré de ne pas être connu et ça ne me pose aucun problème et au contraire, je vais encore faire les cours chez Super U et je ne me fais pas arrêter, déchirer mes vêtements, etc. Donc, si tu veux, je suis assez tranquille là-dessus. Donc, non, je n'ai aucune frustration par rapport à ce truc-là. J'ai fait un business, effectivement, et la particularité de notre business, c'est qu'on est parti, on était 5, hein, on était une start-up. Et au fil des années, on a structuré, organisé, développé et on en a fait un leader mondial. Voilà, donc On basé sait à même pas Angers. dans quoi encore. Enfin, moi, je sais, mais Oui, on n'a pas dit encore. Moi je sais pas moi. Ah, J'ai gardé le suspense. Ah, aller ok, voir. ok. Moi, ma femme travaille dans la boîte d'Emmanuel. aujourd'hui. Incroyable. Elle a un D'accord, poste assez haut d'accord, placé dans la je boîte savais pas. d'Emmanuel. donc Alors, qu'est-ce que tu en fais, fait, on commercialisait, on concevait, commercialisait des systèmes de personnalisation pour format carte de crédit. Donc c'est toutes les petites cartes qui en fait jalonnent notre vie, qu'elles soient De fidélité dans... Alors, on n'en fait plus aujourd'hui, mais on en faisait il y a quelque temps. Mais aujourd'hui, c'est toutes les cartes qui sont les cartes de titres de transport, les cartes de contrôle d'accès, les passes. Ah, les cartes Carrefour aussi, fidélité, tout Cartes ça. de fidélité, les passes, enfin, ouais, les tout cartes ce qui- bancaires, voilà, notre premier marché, c'était les cartes bancaires, parce que les cartes bancaires, il faut le savoir, dans la plupart des pays, elles sont éditées en agence bancaire, avec des petites machines qui étaient fabriquées à Angers. Voilà, donc ça fait partie de notre scope. Mais on était dans plein d'activités différentes, puisque les cartes, elles jalonnent toute notre vie. Quand on est étudiant, au pass funéraire. Donc, si tu veux, ça nous survit même quelquefois. Donc, c'était ces petites machines qui permettaient de personnaliser une carte graphiquement, électriquement. C'est-à-dire toutes les technologies liées à la carte, on était capable d'en personnaliser
en quelques secondes toutes les cartes qui sont voilà. Donc toi, tu vendais la machine, pas la On carte. vendait la machine, voilà. Et en fait, on est Même chez moi, ouais, chez Maison Mécam, on utilise tes imprimantes pour nos étiquettes, pour mettre les prix en avant, pour valoriser les prix des produits. une diversification. On parle de diversification et c'est un mot stratégie. Et c'est la stratégie dans les business de ne pas rester ancré dans un modèle, mais de pouvoir diversifier. On a diversifié il y a quelques années avec une rencontre à Angers. Alors, ce n'était pas exactement toi, c'était un patron de Super U, un de mes amis, qui m'a dit qu'il avait un problème d'étiquetage de ses produits frais. Et on a développé un concept, et ce concept est devenu viral et mondial, et on vend partout. Ce qu'aujourd'hui, Nicolas vend dans ses boutiques, c'est l'étiquetage de façon très professionnelle des produits frais, notamment. Voilà, et Nicolas est un bel ambassadeur pour nous. D'accord. Et vous n'avez pas de concurrents parce que la machine, est-ce que c'était quelque chose que d'autres gens pouvaient faire, copier par Oui, exemple c'était. Alors, on a vous des avez un concurrents, mais monopole on en a assez peu dans le monde, c'est vrai. C'est D'accord. un marché niche. Mais on a pu voilà, trouver des technos, trouver des marchés, trouver des partenaires pour nous développer, exporter. 90% de notre chiffre était fait à l'export et on était présent dans 140 pays dans le monde. Donc, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir continuer à croître, à se développer, à diversifier et à la fois les produits et à la fois les marchés. Et quand on fait une boîte comme ça qui cartonne, tu nous raconteras comment on va justement chercher de l'argent. Tu as monté une boîte que tu as amenée jusqu'à la bourse. Ensuite, tu l'as sortie de la bourse parce que ça t'a saoulé. Et ensuite, tu l'as vendue. Donc, tu as vraiment fait toutes les étapes. Tu me diras un peu justement les coulisses de tout ça. Voilà, on est effectivement rentré en bourse en 2006, donc 6 ans après la création de la boîte. Et là, ça change quoi là, en niveau stratégie, niveau finance et tout ça te fait quoi de rentrer en bourse? Parce que toi, la boîte, c'est vous, le groupe finance, tout ça, qui gérez l'argent et tout. Du coup, ça change tout, non? Alors, ça change beaucoup de choses, effectivement, parce que tu deviens public, et donc à partir du moment où tu deviens public, tu es en obligation de pouvoir communiquer à un certain nombre de choses, mais ça t'ouvre une exposition. Et là, on va repartir sur un autre sujet qui est comment arriver à faire connaître au plus grand nombre une boîte, un produit, non pas une personnalité, ce n'était pas le but, mais au plus grand nombre et de façon internationale. Et donc, l'exposition boursière nous a apporté cette aussi visibilité. Ça n'est pas que de l'argent qu'on va chercher, c'est aussi de la visibilité et de la visibilité sur les marchés internationaux. Voilà. Parce que moi, je me suis toujours posé une question, c'est quand tu mets ta boîte en bourse, comment ça se passe? Les gens, ils vont acheter ton action. Oui, Et donc, du coup, ils deviennent, entre guillemets, un petit peu des actionnaires de ta boîte. c'est ça. Mais du coup, comment ça se passe? Ça veut dire est-ce que d'un seul coup, tu as plein de sous qui rentrent ou est-ce que c'est très linéaire? Je me rends pas trop compte de comment ça fonctionne. Non, mais en fait, ça te permet vraiment on de va dire- on va réinvestir dire- dans ta boîte? Non, mais on va dire que c'est très simple, c'est une levée de fonds. Au lieu d'avoir 1 ou 2 actionnaires quand tu fais une levée de fonds, ou 3 autour de la table, eh ben, t'en as beaucoup. Voilà. T'en as eu des combien actionnaires. T'en as eu combien au plus, Je ne sais au pas plus te haut? dire exactement, Ouais, parce que globalement, c'était des porteurs d'actions, donc Ah ouais, d'accord, tout un ouais. chacun. Voilà, D'accord, c'était, d'accord. tu pouvais être, ou vous pouviez, à titre privé, être actionnaire de la société Volis, puisque la société était cotée, donc on pouvait acheter et vendre ses actions sur le marché, sur le marché qui était... C'est toi qui décides du nombre d'actions? Oui. On décide avec la société qui nous accompagne, c'est-à-dire que globalement, on présente un projet à l'AMF, qui est l'organisme qui est effectivement le gendarme de la bourse, et on présente, on va dire qu'on met 30% de l'actionnariat sur le marché boursier avec une valorisation déterminée, et que ces actions valent au nominal X euros et qu'elles sont proposées sur le marché lors de la mise en C'est bourse. trop intéressant parce que c'est des trucs qu'on voit jamais ça. Mais du coup, il y a un énorme risque parce que ça veut dire que si ton action dévalue par une mauvaise gestion de la boîte ou un truc comme ça veut dire que toi tu peux potentiellement devoir rembourser. Ah non. Ah non, c'est c'est l'actionnaire qui perd des sous. Quoi. Voilà, Ah c'est oui, l'actionnaire d'accord, qui perd les sous. Ce qu'on peut faire, c'est que globalement, les actionnaires n'étant pas contents, ils peuvent demander au conseil d'administration de me virer en tant que président. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Oui, c'est un vrai challenge quand même de me passer en bourse quoi. Et du coup, Valentin disait que tu en es sorti. Et comment tu fais pour en sortir? Tu rachètes. Donc tu rachètes les 30% Tu à rachètes. 150 000 actionnaires. Voilà, Bon, tu le fais pas individuellement, mais globalement, c'est ça. voilà. Ok. Mais si ton action vaut plus cher, tu rachètes ta boîte plus cher? Exactement. Ah bah oui. Oui, c'est sûr. Et surtout quand c'est ta propre boîte. Ouais. C'est exactement le principe quand tu fais une levée de fonds. C'est-à-dire que quand un actionnaire vient et t'accompagne dans ton projet de développement de boîte, une fois que la boîte s'est développée et qu'il y a une revente derrière de cette participation, la valorisation de ta boîte a été multipliée par 2, par 3, par X. Voilà. Et donc, évidemment,
tout le monde fait une plus-value par rapport à ça. Si elle marche. Si elle ne marche pas, tu fais une moins-value. Messieurs, l'entrée vient d'arriver. Je vous invite à démarrer. Et ça va être trop bien parce qu'effectivement, donc Emmanuel, toi, tu as monté une boîte jusqu'à la bourse. Lucien, toi, tu es plus aussi sur les modèles. Bah, tu montes des boîtes et tu fais de la dette. Je sais que Max, on en a parlé un petit peu. Tu es plus. Toi, tu n'es pas trop Plus dette. saumon, moi. Ouais. Mais tu es plus. Voilà, tu es moins de dette. Je suis pas trop dette, mais alors où j'applique pas trop ce que je dis, quoi. On n'est pas trop d'aise, mais s'il meurt, la banque est cool, quoi. Et Samuel, toi, justement, donne-nous un peu les coulisses. Là, on va commencer à manger. Donc, toi, ça te parle. Tu es un chef. Quand tu gagnes Top Chef, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent? Est-ce que tout de suite, ça donne une visibilité énorme et tu t'es tout de suite dit, je monte une boîte, un resto à Angers? Comment ça s'est passé? Alors effectivement, quand on gagne Top Chef, ça va donner une visibilité énorme, mais par contre, elle est très courte, donc c'est à toi d'en profiter. Moi, j'étais pendant 12 ans à l'étranger, dont les 3 dernières années à Tokyo. Faut pas te mentir, on m'a proposé des boulots, des jobs très très bien payés à Dubaï, à Hong Kong. Je pouvais aller partout dans le monde. Vraiment, j'ai eu un choix énorme. Mais moi, je suis un peu comme les gars, je suis un passionné de mon territoire, je suis un passionné de ma ville. Et puis, pareil, parent entrepreneur, petite entreprise de fleurs locales. Mais je me suis dit non, en fait, je prends mes sous, qui n'étaient pas grand-chose. J'ai démarré avec 30 000 euros. Moi, je suis le petit poussé ici, je fais à peu près 6 millions et demi d'euros. Mais j'ai démarré il y a 6 ans. C'est moi le petit. Et du coup, ouais, voilà, j'ai grandi, j'ai repris une entreprise qui avait 30 salariés, qui fonctionnait pas très très bien. J'ai doublé le chiffre d'affaires assez rapidement. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de racheter mon plus gros concurrent. Donc là, j'ai trouvé un bon ami avec Emmanuel, où on portait pas mal de valeurs ensemble. Il est venu, il m'a fait confiance et il est devenu actionnaire de ma société. Donc du coup, c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il a mis de l'argent dans ma boîte, ça se valorise, il m'a fait confiance et puis maintenant, il est Maintenant, faut le seul faire sortir. actionnaire. Voilà. Mais on a déjà... C'est l'actionnaire, tu as dit? Ouais, Ah, ok. il est actionnaire de mon entreprise, ouais, Ok. avec un petit pourcentage au capital et puis des comptes courants aussi. J'avais envie de bien manger d'abord. C'était ma première. Et manger gratuit. Manger gratuit. Non. Sinon, la boîte, elle coule. Mais non, c'est le bon plan, ça. Ouais, exactement. Et puis voilà, il y avait vraiment cette envie d'entreprendre, cette envie aussi d'avoir des salariés. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Et puis ensuite, avec Emmanuel, surtout avec la brasserie et puis avec les petits prêts aussi, on porte beaucoup les projets du territoire. On fait vivre énormément de vignerons, de petites fermes. Je fais énormément de local, de travail en circuit court. Donc c'est ça vraiment qui me plaisait aussi, qui me portait. C'était de faire vivre plein de gens autour de notre travail, de faire du local et surtout de faire de la qualité. Donc voilà, aujourd'hui, après, diversification, on en parle aussi. Maintenant, on a monté une SCI, on a pu racheter notre bâtiment depuis pas très longtemps. Donc c'était un beau développement aussi. Et puis... Donc là, c'est Brasserie de la Gare? Brasserie du Ralliement, place du Ralliement. Ah oui, Grande place Rouge. du Ralliement, d'accord. Parce que tu avais déjà Entre le les restaurant à côté du palais, là. Ouais, bah pareil, bah c'est là en face de l'autre. Là. Ah, complètement en face. Ouais, là en face, ouais. Là où il y avait le magasin de chaussures. Nous, on Non. joue à Monopoly dans les zones Indus, mais lui, il joue à Monopoly Ouais, nous, on fait place Variante, c'est- À chaque fois avec Maxime, on se fait une bagarre du territoire et il me dit: ah, j'ai un nouveau bâtiment. Je dis: ah, bah moi aussi. Et en fait, on se fait un Monopoly, mais là, nous, c'est quand même. Voilà, c'est des Ouais, regards en tôle, quoi. On est d'accord. Toi, c'est un palais avec des colonnes. C'est vrai que le bâtiment est joli. Mais alors, Il est attends, c'est le truc rouge. Exactement, ouais. Ah ouais, le Grand théâtre. truc rouge. Ouais, le théâtre, ouais, il y a 400 places assises à l'intérieur. Et tout est fait en local. On est une 45 salariés à peu près dedans. Et ouais, c'est une grosse machine. Incroyable. Et on fait, tu vois, sur les 2 établissements, la semaine dernière, samedi, on a fait 800 couverts à peu près. Ce qui est Donc, vraiment choquant avec ce restaurant, c'est que c'est délicieux et que tu regardes ton assiette, c'est délicieux, tout est super, mais tu regardes le nombre de personnes qui est autour de toi, et je veux dire, c'est très bien agencé et tout, il n'y a pas de problème, mais normalement, quand tu manges cette qualité-là, il y a 4 tables, quoi. Et Ouais, c'est ouais. à chaque fois, je lui dis, c'est la cadence pour cette qualité-là, et puis avec la passion qu'est la tienne d'aller chercher les produits vraiment locaux et tout, c'est... tu te mets des bâtons dans les roues par bah, c'est passion. clair, c'est sûr. Mais Ouais, c'est Ouais, impressionnant. moi, j'avais suivi le premier, donc qui était à droite du Ouais, théâtre. le Et bleu, comment ouais. il s'appelle celui-là? Les petits prés, celui-là. Ah oui, voilà. Ouais. Et j'avais pas suivi la nouvelle aventure, quoi. Incroyable. Ouais, nouvelle aventure qu'on allait chercher au tribunal avec Emmanuel. C'était une liquidation judiciaire. Ça vous a pas fait peur, ça, justement? Si, ça nous a fait vraiment peur, bien sûr. Et puis en plus, ça fait, aujourd'hui on le dit comme ça, mais ça faisait 7 ans que cette entreprise perdait de l'argent, beaucoup d'argent. Elle a eu une dette de plus de 3 millions d'euros. Et donc du coup, nous, on est allé la chercher à la barre. Et c'est en fait à un moment donné, quand au tribunal de commerce, les enchères ont trop monté, parce qu'on était une quinzaine, je me suis battu avec des groupes qui faisaient 50 millions de chiffre d'affaires. Donc moi, j'étais... Et toi, t'es
J'étais tout petit à côté. Mais j'y suis allé avec ma bite et mon couteau. Et puis ma passion du territoire. Je veux bien prendre la place du couteau. Hein, Ah, non, mais fallait qu'on lève ça parce que Fallait lever le doute. je veux pas de doute. Hein, Comment t'as fait pour l'obtenir du coup à la barre? Quoi, Eh ben, t'as mis le plus gros montant? Non. En plus, on a mis moins T'as en vendu temps le truc, quoi. T'as vendu le que. projet. C'est le projet du coup. Exactement, c'est le projet. C'est ok, le la projet et vision. c'est le projet du territoire. Ok. C'est vraiment la partie formation, comme Nicolas fait aussi beaucoup de formations avec de l'apprentissage, la sauvegarde de l'emploi, la rembauche de nouveaux salariés, Ok. et puis surtout le travail qu'on fait énormément. Moi aujourd'hui, à peu près, sur les 2 établissements, j'achète à peine 2 millions d'euros de marchandises juste dans le Maine-et-Loire et dans les Pays de la Loire. Voilà. Donc tu vraiment, fais c'est vivre faire une vivre le tissu économie, local. le Voilà. tissu Autant dans les local. produits que dans les vins. Ok. Dans le tissu général. Donc ça, forcément, c'est ce on s'est battu à dire. Le tribunal de commerce, c'est pas les enchères, justement. Nous, il y a un vrai porteur de projet sur le territoire. Et merci encore aux juges qui nous ont choisis, alors qu'on avait 300 000 euros de moins que quand même. Ouais, parce Donc, qu'il y avait un vrai projet en tout cas. Il y avait un C'est ce vrai que les- projet. c'est ce que Il y avait les un juges vrai regardent projet, aussi. une vraie identité sur le projet, du local, du frais et de la qualité à un prix qui est celui d'une brasserie. Donc il y avait une vraie vision et une vraie volonté de pouvoir développer. Et ça, c'est un vrai projet entrepreneurial et on n'est pas du tout dans, Ouais, parce dans la qu'aussi, brasserie ils traditionnelle. savent que vous allez rester pendant longtemps, que vous allez développer énormément de choses et c'est pas juste on fait un coup et puis on part. Et Non, on bien essaie de sûr. Là, faire vous avez du acheté quoi. les murs là. Mais en fait, le truc, c'est que la propriétaire, elle s'est assise sur 400 000 balles de loyer. Donc en fait, à un moment donné, elle a dit, sur l'histoire du bâtiment, pourquoi on a pu racheter le bâtiment peu de temps après. Elle voulait passer à autre chose. Ouais, c'est pris une ardoise de 2 ans de loyer. Il y a 25 000 euros de loyer dans ce bâtiment. Donc aujourd'hui, sur les 2 établissements, je paye à peu près à peine 40 000 euros de loyer. Quoi. Donc c'est quand même aussi des charges qui sont très très fortes quoi, tous les mois. Donc c'est celui-là, le théâtre, où vous le avez plus repris grand, les murs. exactement. Ouais. Et Ah, puis donc du coup, là, ils se sont dit, ils veulent, comme tu disais, ils veulent partir dans le long terme à mort en prenant les murs. ouais, exactement. Voilà. Et donc du coup, là, Emmanuel, heureusement qu'il était là aussi. Et il nous a aidés à pouvoir faire l'acquisition de ces murs. Incroyable. D'accord. Et ça va, c'est rentable là du coup depuis ou... Ouais, ça fait 2 années qu'on gagne de l'argent, 2 années qu'on rembourse. Alors je dis, tu vois, moi je suis un peu comme toi, j'aime pas trop la dette, mais aujourd'hui évidemment je suis très endetté. Je suis endetté auprès d'Emmanuel, je suis endetté auprès des banques. Et Pendant puis, combien de temps du coup Pendant un petit bout de temps parce que. Mais j'ai quasiment fini de payer le premier établissement l'année prochaine. Et puis ensuite, après, je vais commencer à rembourser ma dette à Emmanuel. Et puis ensuite, voilà, ainsi de suite. Et ensuite à ses enfants. Ça se passe bien en tout cas. Ça se passe bien, ça fait 2 années qu'on paye nos crédits, donc c'est ce que je dis, vu de la conjoncture actuelle de la restauration qui est très très compliquée, 2 années où tu payes tes crédits, c'est que c'est déjà positif. Quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est que niveau diversification, bon, évidemment, acheter les murs, c'est une chose, mais là, c'est pas n'importe quel mur. Oui, Et pour oui. les gens qui regardent et qui connaissent pas, parce que là, on parle beaucoup d'Angers, parce qu'on a Angers, mais c'est la place centrale d'Angers. C'est le plus beau bâtiment C'est le plus beau d'Angers. bâtiment d'Angers. Voilà, c'est vraiment l'équivalent des Champs-Élysées. On va peut-être se calmer un peu, mais globalement, Après, Montréal aussi, financièrement, c'est un beau placement. quoi. Je vois passer à chaque année que Angers est la ville la plus belle de France. Où C'est bon vrai, vivre. monsieur. Genre, Clairement. c'est la meilleure ville de France. Et là, c'est la première fois que je viens à Angers, donc je suis content parce que j'ai toujours voulu venir ici depuis que je vois dans les journaux que chaque année c'est la meilleure ville de France. Donc, Bah, tu donc, vois, il je- y a plein d'entrepreneurs ici, en tout Ok, cas. vous êtes tous d'Angers. Gros Ouais. tissu. T'es le local. seul parisien, Fif. Le seul parisien. Ouais, banlieue parisienne, 91. Et il y a un autre mec quand même à la table qui joue à Monopoly avec vous, les gars, c'est Nicolas, parce qu'il est rendu à sa 40e boulangerie. Et puis lui, il joue pas qu'en local, il joue sur tout l'ouest de la France. Et il a fait de Dans son toute nom la France. une franchise. Moi, j'ai démarré de rien il y a 21 ans avec mon épouse. Moi, je suis fils de boulanger. J'ai passé mon enfance dans le foin de mes parents, à rouler des croissants, à trancher des bouts de pain avec ma maman dans le magasin à l'époque. Tu as passé ton enfance dans le pétrin, C'est ça. donc tu as voulu Tout à en fait. sortir. C'est ça, mais j'ai fait tout ce j'ai voulu sortir de ça. Mes parents, ils m'ont forcé quand j'étais jeune à sortir de la boulangerie, parce que c'est un métier très prenant, très énergisant. On se lève le matin, on travaille la nuit, notamment. J'ai fait ma première affaire à rue Saint-Julien à Angers. À l'époque, c'était une vente aux enchères, pareil, c'était une boulangerie vente aux enchères, donc fermée depuis 6 mois. Les enchères montent et on achète pour 13 000 € le matériel à l'époque. 13 000 € à l'époque, nous, c'était immense, on n'avait pas d'argent. Enfin, c'était 13 000 €, c'est 100 000 balles, c'est 100 000 francs, quoi, donc... Et puis pour 13 000 balles, pour 13 000 €, on récupère le matériel. On avait dealé avec le propriétaire pour que, à la condition qu'on ait le matériel, on puisse rouvrir la boulangerie. Et puis je me suis découvert un côté entrepreneur, la capacité à prendre des risques, à bien m'entourer. Moi, je compare beaucoup les choses à un bateau. Tu vois, moi, je suis un bateau. N'importe qui n'a pas le droit d'entrer dans mon bateau.
Et je dois m'autoriser à donner des petits coups aux gens que je veux pas qu'ils rentrent dans mon bateau pour qu'ils redescendent. Et C'est si joliment dit. je m'attendais pas du tout à ça. Avec le sourire, avec la forme, avec la posture. Il dit non, toi tu es en train de monter, mais je veux pas que tu montes. Donc si tu veux redescendre, s'il te plaît. Ah, c'est pour ça que je suis pas actionnaire de ta boîte. Tout s'explique. Avant de continuer, petit moment OP. J'espère que vous passez un bon moment. Il est temps de vous parler du sponsor de la vidéo, XTB. Les gens pensent qu'investir, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, le plus gros avantage qu'on peut avoir quand on commence, c'est pas d'être un expert, c'est de commencer tôt. Parce que ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas le choix parfait, c'est le temps et les intérêts composés. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne commencent jamais. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils pensent que c'est pas fait pour eux. XTB, c'est une plateforme d'investissement pensée justement pour enlever la friction du premier pas. Même si tu n'as jamais investi de ta vie, tu ouvres ton compte gratuitement, tu déposes la somme que tu veux. Parce que le plus dur, c'est pas d'investir, c'est de commencer. Ce qui est intéressant avec XTB, c'est 0 commission sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 € par mois. Tu testes, tu apprends, sans avoir l'impression de perdre ton argent en frais. Et ton cash qui attend sur la plateforme, elle te rapporte jusqu'à 3,4% d'intérêt. XTB est régulé par les autorités financières françaises. T'es entre de bonnes mains. Le moment de commencer, c'est peut-être maintenant. Le lien d'XTB est dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Bon, moi, je vais retrouver mes invités. Et Nicolas, ça te fait pas peur justement d'avoir monté 40 boutiques avec ton nom où tu maîtrises pas forcément qui est derrière? Parce que s'il y a un de tes franchisés qui fait une bêtise, c'est ton nom qui va au tapis, quoi, finalement. Bien sûr, j'ai une responsabilité immense de sélectionner les franchisés, parce qu'on est en franchise aujourd'hui. Donc j'ai des porteurs de projets dans tous les territoires. On a ouvert à Bastia, on a ouvert il y a 15 jours à Saint-Ferréol, entre Albertville et Annecy. Donc moi, mon métier, c'est de trouver les meilleurs emplacements dans les régions. Et avant ça, de qualifier les porteurs de projets. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent à être franchisés. On a un parcours avec plusieurs étapes qui permettent de filtrer au fur et à mesure et surtout que si on se marie professionnellement, moi, j'ai pas de doute de mon côté avec eux et eux, ils n'ont pas de doute avec nous non plus, quoi. C'est eux que tu sors du bateau? Potentiellement, ça peut être eux, oui, tout à fait. Ouais. Et tu as plus de candidats que de sièges disponibles, on va dire, que de places disponibles. Ouais, vraiment, t'es... Nous, on reçoit entre 500 et 600 leads par an. oui. Et, et l'objectif, c'est d'ouvrir 12 projets par an. Ok. Et comment tu gères les égos de... Parce qu'en fait, quand j'entends 40 franchisés, c'est 40 entrepreneurs, en fait, avec des égos, des envies, et des mentalités différentes. Comment tu gères autant de... Moi, j'ai une franchise aussi, mais je ne gère pas cette partie-là. C'est mes associés qui le font et je suis très content. Mais c'est une vraie question. Comment tu fais pour gérer 40 entrepreneurs aussi qui ont envie de réussir, qui ont la dalle, quoi? Alors, premièrement, déjà, on a un contrat de franchise qui est très bien écrit, gagnant-gagnant d'ailleurs, parce qu'il y a des contrats qui sont à l'avantage du franchiseur et d'autres qui sont à l'avantage du franchisé. Quand il y a des choses à discuter, à un moment donné, on va revoir le contrat, qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai Bertrand Bauder, c'est mon mentor, mon dirigeant mentor, le président des restaurants à la boucherie, qui m'a donné confiance en moi, avec Cécile, à développer en franchise aujourd'hui, et qui m'a accompagné pour cette étape du contrat de franchise notamment, quoi. Donc, et là, on est dans le juridique. Mais t'as jamais eu un problème du coup où t'as un franchisé qui a fait une bêtise et tu t'as mis un peu en doute? Si, ça arrive. Ça arrivait il y a 5 ans. Aujourd'hui, ça arrive de moins en moins parce que je filtre beaucoup. En fait, aujourd'hui, les moyens de filtrage que j'ai, je les avais pas il y a 5 ans. J'ai construit ça au fur et à mesure. Donc, Et la plus grosse connerie qui a été faite, c'était laquelle, par exemple? Si t'as une anecdote un peu concrète. La première expérience que j'ai faite, les premiers franchisés que j'ai eus il y a 5 ans, c'est un couple. À l'époque, je faisais pas d'immersion comme aujourd'hui. On a fait deux restos. On s'est dit, on est fait pour être ensemble. On est tombés amoureux. On a levé 4 millions d'euros en 15 jours à 1%, sans caution ni rien. Okay. Un mois avant le Covid. Quelle bonne idée. Et puis, en fait, tout le monde était convaincu qu'on était fait pour être ensemble. Et le jour où on a commencé à travailler ensemble, on était convaincu que c'était l'inverse. Et en fait, ils ont acheté 4 boutiques à Nantes. Ok. Et 1 an après, on a fait un rendez-vous, on a remboursé les comptes courants, on a remboursé le capital, on a mis un petit billet en plus. Et puis, personne n'a su qu'on avait récupéré, nous, les dossiers en filiale. Il n'y a pas de communication presse, pas de communication fournisseur, rien. C'est l'avantage de cette stratégie-là. Et on a récupéré 45 collaborateurs du jour au lendemain. Voilà. Et c'est mon expérience sûrement la plus forte, mais qui m'a fait grandir énormément.
et qui m'empêche de faire des erreurs aujourd'hui. Mais justement, on parlera un peu des échecs et des réussites. Parce qu'Emmanuel, même s'il a réussi à monter loin, il a fait quelques bêtises, quelques boîtes qui ont moins marché. Tu nous diras un peu les coulisses. Emmanuel, tu m'en as parlé quelques fois. Bah, il faut, c'est C'est important. aussi amusant, sinon l'échec est très valorisé. Si on n'est même pas un si bon c'est problème en entrepreneur. France. Ouais, C'est pas valorisé en France, mais c'est beaucoup valorisé aux États-Unis. Justement, si tu fais des erreurs aux États-Unis, on dit ouais, t'es bienvenu dans la boîte, t'es le bienvenu. Alors qu'en France, c'est mal vu, t'es vu comme un perdant, quoi. Alors qu'en fait, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Ouais, bien sûr. Bah, il faut se C'est en casser train la de gueule. changer, non? Aujourd'hui, les gens maintenant, C'est c'est un devenu peu une en mode train de sur changer, Instagram, partout. Ah oui, Tu sais, oui, les parce gens, qu'il y a les tout le entrepreneurs. storytelling, oui, Ouais, le avec storytelling, LinkedIn, oui. les ouais, ouais, échecs, c'est vrai, c'est regardez vrai. de quoi je suis parti. Ouais, c'est vrai. Mais à la base, quand on foire une boîte, on n'est pas fier. Bah ouais, bah non. On a tous nos petites casseroles, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que je te rejoins, c'est plutôt le côté, je dirais, bancaire et capacité à prendre des risques. Est-ce que vraiment, un entrepreneur qui s'est cassé la gueule 3 fois d'affilée, il inspire plus confiance auprès des prêteurs? Je suis pas persuadé, quoi. Non, il a pas confiance. Alors qu'aux États-Unis, ça se défend encore, c'est là que je te rejoins. Oui, c'est Oui, vrai. c'est Tu vois, vraiment quand on la regarde, chose. on a tous vu les histoires, les grandes histoires aux États-Unis, même avec McDonald's et tout, le fondateur et tout. Moi, on connaît l'histoire à travers le film. Mais tu regardes le gars, en fait, limite, c'est un branleur, quoi. En fait, Ouais, c'est clair. il est zéro, le gars. Ouais. Et finalement, voilà, il a eu l'intelligence, en tout cas après, par rapport au banquier. Bon, bref, vous connaissez l'histoire, de faire ce qu'il a fait. Mais à la base, c'est quelqu'un qui va d'échec en échec, en échec, en échec. Et effectivement, qui a envie de lui prêter de l'argent? Et donc, c'est pour ça que je pense à chaque fois, il faut aller. C'est pas simple. Parce qu'il n'y a rien qui est établi, il n'y a rien qui est écrit en fait. La vie d'entrepreneur, c'est des rencontres, c'est de la chance, c'est beaucoup de détermination, c'est de la passion, c'est beaucoup de choses. Et si vous aviez justement un truc à le plus petit dénominateur commun du moment où ça va basculer du bon côté, Max, tu retiendrais quoi? Toi, c'est quoi le moment où ça bascule et tu te dis ok, c'est bon, il se passe quelque chose? Déjà, il y a une énorme part de chance. Parce qu'en fait, si tu regardes rétrospectivement, il faut quand même, dans mon cas précis, naître en 1991 pour faire en sorte que j'ai le temps de grandir, mûrir, comprendre, baigner dans la pop culture, baigner dans la génération Internet dans laquelle tu as baigné aussi. Pas être né trop tôt parce que YouTube est créé en 2006. Donc, si moi je veux faire des vidéos mais qu'il n'y a pas encore de plateforme de vidéo pour les poster, je suis né trop tôt. Moi, j'ai le temps de finir mes études, de faire un master, sortie de master, prouver à mes parents que j'ai fait les choses comme il faut, parce qu'on me rendait compte même après 18 ans. Et ensuite de dire, là, je peux risquer un truc qui paraît un peu fou, parce que la plateforme, elle est suffisamment mûre, etc. Donc, il y a un timing d'évolution des technologies par rapport à mon année de naissance qu'il ne faut quand même pas occulter. Ensuite... Maxime, tu es né dans un contexte. C'est le contexte qui te fait. C'est pas la chance. La chance, tu l'as créée. C'est pas binaire, ma démonstration. Tu la captes. Il a créé sa plateforme, de ce que j'ai compris. Ou Ouais, en tout cas, il n'y avait pas Internet. Bah ouais, enfin, Il a c'était- commencé c'était sur pas un Minitel, donc si tu veux. voilà. C'était déjà cool. Ouais, c'était déjà cool. Les Mais clips tu vois, étaient Maxime, incroyables. c'est pas forcément la chance qui fait ce Je qu'aujourd'hui pense que c'est tu un es. mix des deux, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense qu'on aurait. Enfin, c'est ma conviction et on peut en débattre, c'est super intéressant. Je pense qu'on n'aurait pas tous réussi si on était né dans d'autres pays, on n'aurait pas tous réussi de la même manière si on était né à d'autres époques. Bah, ça ne veut pas dire qu'à d'autres époques on n'aurait pas réussi, mais je pense quand même que. Voilà, Bah, il y a un alignement des planètes. Ça dépend. En Il fait, y a là, un tu parles avec alignement ton des prisme de jeune qui a réussi justement dans ce qu'il a fait avec ton époque. Donc, tu te dis, ouais, ça là, ce que j'ai fait là, bah, avant, ça n'aurait pas marché. Mais après, en fait, toi, tu es dans ce. Non, je suis assez d'accord avec toi pour dire que si j'étais né 10 ans avant, il y aurait eu d'autres opportunités en Ouais, fait, voilà. que j'aurais peut-être pu saisir. Ou pas, en fait. Exactement. C'est- Et je voilà. sais pas s'il y a un mot qui nous caractérise tous en commun, le seul. L'humilité. Non. Ça, c'est pas de C'est marrant, c'est pas celui qui m'est venu en premier, excuse-moi. C'est la curiosité. C'est vrai. C'est la curiosité. On a tous été curieux à un moment donné et creusé quelque chose qui a fait que, et qui fait aujourd'hui encore cette différence. Tu parles de diversité. La diversité ou la stratégie, c'est quoi? C'est d'être curieux sur d'autres choses. D'autres marchés, d'autres produits, d'autres. Quand Samuel, il est curieux, aujourd'hui, il a développé son activité au travers de TikTok, c'est pas TikTok, pardon, c'est... Minitel, non? Non, Ça, c'est- tout à l'heure, mais- Non, Instagram. non, c'était Deliveroo, c'est... Ah oui, Frère Toc. Ouais, oui, Uber Frère Eats, Toc, mais, ouais, c'est pas TikTok. mais en mieux. Frère, toi, c'est le TikTok en mieux, oui. Voilà. Mais tu vois, c'est aussi cette curiosité de dire, voilà, je vais me diversifier, je vais travailler sur d'autres trucs.
parce que tu pouvais te cantonner et rester dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Toi, c'est pareil. Donc, on se connaît moins. Voilà, Il y a un deuxième mot que je rajouterais, c'est on est des perfectionnistes. Non, pas du tout. Non? Non, Ah. absolument pas. Alors, tu vois, je fais consensus sur la curiosité. Là, Ok. c'est pas grave. Non, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je pense que le plus important, la curiosité et la mise en mouvement. Je pense que le dénominateur commun, c'est qu'on se met en mouvement. Et s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent, je sais pas, juste le mouvement déjà est déterminant. Ça ne veut pas dire qu'il va mener vers le succès nécessairement, mais il va mener vers la prise d'expérience qui est le plus important. Et alors, moi, je pense que les deux modèles sur le perfectionnisme marchent. Hein. Je veux dire, il y a des perfectionnismes, du coup, si tu te définis comme ça, c'est la preuve, c'est que ça marche. Mais moi, je pense que il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mal faire le boulot, mais juste il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose pour justement continuer la mise en mouvement. Moi, dans mon cas, je trouve que le perfectionnisme est plutôt un obstacle parce qu'en fait, on n'arrive pas à finir, on n'arrive jamais à finir, on n'est jamais satisfait. Et ça crée et de la frustration et de l'inertie, quoi. Mais de toute façon, ce sera jamais parfait. Hein. De toute façon, il faut faire pour pouvoir après améliorer. Nous, quand on a commencé justement en 2004, ça c'est fou parce que tu en as parlé hors caméra, mais reprends ça, franchement, c'est ouais, l'idée, moi je suis un fan de rap depuis que je suis petit, donc moi je suis né en 83, et puis j'ai toujours aimé ça, voilà, j'ai grandi avec Benelli, MC Solar, IAM, NTM, Sectora et ainsi de suite, et j'étais fasciné par ça, donc j'écoutais la radio H24, j'achetais les magazines, je rêvais d'être dans ce milieu-là, mais je rêvais pas d'être rappeur, mais je rêvais d'être dans cette industrie-là. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un rappeur dans mon quartier qui était quand même assez connu, mais pas assez connu à mon goût, pas comme tous les autres rappeurs que j'écoutais. Et puis j'ai pris ma caméra, parce que il faut savoir que ma mère aimait beaucoup tout ce qui est photo, caméra et tout ce qui était technologie. Et j'étais toujours de corvée pour nous prendre en photo pendant les vacances. Et donc, naturellement, j'y ai pris goût et j'avais toujours un appareil photo sur moi. Et c'est pour ça qu'après, dans mon quartier, on m'a appelé Bouscapé, en référence au personnage de la Cité de Dieu qui s'appelle Bouscapé, le photographe. Et donc, j'avais un rappeur dans mon quartier. Donc, je me suis mis à le filmer, à le prendre en photo et à l'accompagner un peu partout où il allait. Et puis, à la suite de ça, j'ai rencontré d'autres gens, donc, parce que je suis allé à la radio, à Skyrock, à Génération FM, sur des tournages de clips, et ainsi de suite. J'ai rencontré plusieurs rappeurs, et à force, puis comme j'avais toujours une caméra sur moi ou un appareil photo, j'archivais, je prenais des photos, des vidéos et tout. Donc là, je vous parle, on est en 2002, là, 2001-2002. Et puis après, j'avais énormément de contenu et je me suis dit, faut que j'en fasse quelque chose. Et puis à l'époque, c'était la mode des DVD, mais j'avais pas assez d'argent pour sortir un DVD avec les contenus que j'avais fait. Et puis Internet est arrivé. Enfin, c'est plus développé, on va dire, avec la DSL et tout, etc. Et puis j'ai commencé à mettre ça sur Internet. Et petit à petit, donc il n'y avait même pas l'idée de lancer un média. Hein. C'était juste j'ai du contenu incroyable, génial, exclusif. Avec des rappeurs connus, il faut que je le partage, quoi. Et donc en 2003, j'avais un premier site avec quelqu'un de mon quartier. Puis l'aventure a duré 1 an et demi. Et puis j'avais envie de continuer l'aventure. Et c'est là que j'ai contacté deux collègues qui deviendront mes associés. Donc on a lancé l'aventure Bouscapé en 2004. Ça tâtonnait. Et puis après en 2005, on a lancé officiellement l'aventure. On ne s'est plus jamais arrêté. Et l'idée, c'était un média 100% vidéo, 100% rap. Donc à l'époque, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion, il n'y a pas de plateforme vidéo. C'est un site. C'est un site qui met des vidéos. Et puis, on avait, pareil, comme on avait des vidéos exclusives. Donc, du coup, nous, on avait un petit serveur au début. Hein. Et puis, à force, avec l'affluence et le nombre de personnes qui venaient, il fallait qu'on paye des nouveaux hébergeurs. Ça coûtait cher. Nous, on ne travaillait pas. On était... à cette époque-là, j'avais des petits boulots. Je travaillais à la poste de nuit. Alexis travaillait aussi un peu, mais on n'avait pas énormément d'argent. En vrai, c'est fou. Et puis, il a fallu payer des serveurs, parce qu'en fait, on avait tellement de vidéos exclusives, des plus gros rappeurs de l'époque. Hein. En fait, tu devais faire le boulot qu'aujourd'hui personne ne fait, à savoir gérer comment on fait pour héberger une vidéo qui est visionnable dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est YouTube qui le fait, ou c'est n'importe quel hébergeur, Dailymotion, peu importe. Mais là, tu devais tout faire toi-même. Recréer ça, parce que ça on avait
justement, Alexis Nouaille, justement, le développeur et le néo de l'équipe, c'est lui qui a monté tout le site. Avec, Le néo de l'équipe, ouais. Le néo, ouais. Ouais, De Matrix. Il s'appelle Néo. Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Il a pas fait de bourde. Ouais. Et donc voilà, on a construit un site de nous-mêmes. Aujourd'hui, quand tu veux lancer un média, bah, tu as WordPress ou même, enfin les gens ils lancent même plus de médias, tu as YouTube, TikTok, enfin tu as tous les réseaux. Nous, on a tout construit de nous-mêmes. Les vidéos, bah, on les faisait nous-mêmes et on montait nous-mêmes. Et c'est ça qui a fait notre notoriété. Puis rapidement, bah, on a intéressé les labels, les maisons de disques, les rappeurs. Et donc on est devenu ce gros média rap. Et puis on l'a développé. On est devenu le média qui compte dans les cultures urbaines, même si j'aime pas trop ce mot, mais c'est devenu un très gros média. Mais ça part d'une passion en fait. Nous, c'est la passion. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure par rapport à ce que tu disais. Nous, on savait pas. Moi, j'ai pas fait d'école de marketing, de communication, de commerce. On a rien fait de tout ça. C'est juste qu'on avait une passion. Et puis à chaque problème, bah, Et tu t'es rendu compte qu'un jour ça pouvait devenir ton gagne-pain. Ouais, mais au début, on se dit même pas qu'on va gagner de l'argent parce qu'il n'y a pas de modèle, on n'a pas d'exemple, on n'a pas de. C'est la passion. Et puis après, quand on commence à gagner nos premiers argents, on trouve que c'est un truc de fou. Hein. Limite, on a fait un braquage là. Ils nous donnent de l'argent pour faire ça. Mais c'est comme, tu sais, souvent, il y avait dans la série de NTM, c'est ce que disait Joe Star, il dit on nous donne de l'argent pour chanter. Genre ce qu'on faisait avant dans notre chambre. Là, on nous paye, on nous donne de l'argent pour faire la même chose que. Attends, il y a un truc qui cloche là, c'est bizarre. Et nous, c'était pareil. Donc, du coup, parce qu'il n'y avait pas de business model. Il n'y a pas Facebook. Même quand on a ça, Facebook n'existe pas. Hein. Facebook, ça a été créé en 2004. Mais c'était aux États-Unis, donc le temps que ça arrive en France, ça arrivait, je crois. Et puis même au début, il n'y a pas eu des millions de personnes tout de suite. Excuse-moi, aujourd'hui, tu es européen? C'est-à-dire européen. Votre plateforme, votre média. Enfin, elle est en France, mais j'ai envie de te dire, elle est mondiale. On a des gens de partout dans le monde qui se connectent et qui regardent. Depuis toujours, on a eu des gens d'Allemagne, parce que le rap français, il est très apprécié dans le monde entier. Et puis le rap français est le deuxième marché au monde. Donc, on a des gens de toute la planète. C'est ça la magie d'Internet. Et avec Alexis, au début, on s'amusait à regarder les gens qui se connectaient à travers le monde. On voyait des pays, on découvrait des pays. Avec notre analytique, là, on voyait des gens. On dit, mais comment ils ont fait pour tomber sur notre site? Et souvent, c'était régulier. Hein. Tu voyais des 20 personnes qui viennent de tel pays, je ne me rappelle même pas des noms, mais vraiment des pays qu'on a découverts grâce à notre Google Analytics. Incroyable. Donc, ouais, non, mais c'est pour ça, on était vraiment à fond dans les stats. On regardait tous les villes, les pays qui se connectent, combien de temps ils restent, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils aiment bien. Et donc, on a vraiment appris sur le tas, quoi. Et c'est comment après que tu t'en fais une entreprise? C'est qui te. C'est des vues, au début, comme on commence un peu à gagner de l'argent et que les gens nous proposent de l'argent, des maisons de disques nous proposent de l'argent. Ah oui, c'est des maisons de disques qui vous demandent. Pour la d'aller promo voir des rappeurs. sorties, tout comme ça. Et donc on se dit, il faut. Pour la promo, tout ça. Mais vraiment, parce qu'il faut savoir, on n'y connaît strictement rien. Moi, j'ai fait BEP hôtellerie et j'ai fait un BEP compta après. Mais voilà, c'était la compta de l'école, quoi. Et puis après, on avait monté une association au début. Puis, parce qu'on avait fait un événement et tout avec la mairie pour pouvoir faire de la prod vidéo. Et puis après, quand on commence à gagner de l'argent, nous, on ne sait pas. Et c'est des gens qui nous disent, mais il faut monter une société, les gars, là, parce que vous allez avoir des problèmes. Ah ouais, et tout. Donc, on a tout appris, TVA. C'est-à-dire qu'au début, je ne comprenais pas le concept de tu gagnes de l'argent et tu ne peux pas retirer ton propre argent, quoi. Bah oui, non, on a tous fait. C'est bon, c'est bon. La TVA, mais C'est mon liquide, c'était pas de TVA, c'est bon. non, mais il y a plein de trucs. Parce qu'au début, tu découvres, tu connais pas. Il faut savoir aussi, on a 20 ans, 21 ans, on ne connaît pas ce monde-là de l'entreprise. Et puis, à l'époque, on ne parlait même pas d'entrepreneur. À l'époque, on ne disait pas le mot entrepreneuriat. Donc, on a tout appris sur le tas. Mais c'est une belle aventure parce que en fait, quand je regarde aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets, c'est facile pour tout le monde. Il y a plein de modèles, tu sais que tu peux devenir, je sais pas moi, toi par exemple ce que tu fais, il y a des gens qui voudront être comme toi parce que voilà, t'as monté ta plateforme et puis après t'as fait des marques, t'as diversifié, donc on sait que c'est possible et c'est faisable. Nous, on savait pas. Je vois ce que tu veux dire. En 2012, c'était pas le cas, tu vois. Tu dis, je veux faire un métier, mais t'es obligé de l'expliquer à 99% des gens. Oui, en 2012, t'as dû vivre ça dans les années 2000. T'es en mode, tu veux faire quoi? Ah ouais, non, mais moi, quand je débarquais avec ma petite caméra, on me prenait pour des fous. Parce qu'à l'époque, moi, j'arrivais avec ma caméra, les gens, ils rigolaient, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, avec sa petite caméra? Parce qu'à l'époque, quand il y avait des tournages, c'était des gros tournages, des grosses caméras, des grosses équipes et tout. Moi, j'arrivais avec mon site, je vois les rappeurs, ouais, tu peux dire un mot pour mon site internet et tout. Bouscapé, quoi? Bousca quoi? Bouscapé, c'est quoi Bouscapé? Donc après, t'expliques le truc. Mais au début, on nous voit comme des ovnis. Mais après, rapidement, en faisant des gros coups, justement, en allant voir les gros rappeurs de l'époque, du coup, on est de plus en plus crédible. Et puis, tout le monde veut sa vidéo Bouscapé, quoi. Tu dis, ah ouais, d'accord, lui, il a fait ça avec tel artiste, il a fait ça avec Rof, il a fait ça avec Booba, il a fait ça avec Jams. Moi, je veux le même truc, je veux ce que tu as fait avec, je veux la même chose. Et du coup, rapidement, on a rapidement grossi et la notoriété avec. Et puis derrière, après, on a dû tout apprendre sur le stade. Donc,
Même le côté marketing. En fait, on faisait du marketing sans savoir que c'était du marketing, quoi. Enfin, nous, on faisait, quoi. Ce que Valentin demandait, le point de rupture avec Nicolas, c'était la rencontre avec... Tu as un point de rupture, toi, il y en a eu tellement, il y en a plein. qui a déclenché le fait que, globalement, tu passes Ça devient une entreprise de rentable, l'amateurisme Voilà. cool, on est des potes et machin, au fait que là, il va falloir se structurer, monter une boîte et penser un peu différemment. Nous, la boîte, on l'a créée en 2007, novembre 2007 exactement. Et parce qu'en fait, on a un vrai problème entre guillemets d'argent, parce qu'en fait, on fait rentrer des sous, mais c'est un peu bancal. Il y en a qui payent en liquide, en chèque, en chèque et tout. Mais du coup, comme on n'a pas cette notion à l'époque de gestion, de gestion, la comptabilité elle est un peu bancale. Et donc en fait, on commence à avoir des gens qui sont intéressés avec des gros contrats pour nous de l'époque. Ces gros contrats, pour 2000 €, c'était un gros contrat. Hein. Mais du coup, c'est quoi c'est toujours des maisons de disques à cette époque-là aussi qui est votre principale source de revenus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les maisons de disques. Mais eux, c'est quoi l'intérêt pour eux? Bah, on est un site qui fait beaucoup de vues. Ouais. Donc, qui engendre une grosse communauté. Donc du coup, bah, tu as un album à vendre, donc tu sais qu'en en parlant là-bas, tu touches ta cible. Et donc du coup, voilà. Et au début, et voilà, et pour répondre à votre question, en fait, c'est ça, c'est le côté, bah, là, on va commencer à faire rentrer de l'argent, et que si on veut pas de problème, et que des problèmes d'impôts et tout, etc., il faut monter une société, avoir le comptable qu'il faut, et tout, tout bien structuré. Il faut structurer, sinon on allait avoir des problèmes, parce qu'en fait, on parle d'un truc de passionné. Moi, jamais de ma vie, je m'étais dit que j'allais monter une boîte. C'était même pas dans ma tête, quoi. Ouais. Donc, il y a eu ce problème-là, entre guillemets, et donc il a fallu structurer, et puis on l'a très bien fait. Et puis après, l'aventure a continué, mais vraiment, comme je dis, il n'y avait pas de business plan. Nous, il y avait des sorties, des grosses sorties d'albums, et nous, on se calait sur ça. Il faut qu'on ait... Le premier slogan de Bouscapé, c'est toujours à la recherche de l'inédit. Il fallait qu'on ait la vidéo exclusive, la vidéo... Ouais, voilà. C'est parce que c'était pas des clips qu'on nous envoyait, même s'il y avait une partie clip. Mais ce qui a fait notre réputation, c'est qu'on était là où personne n'allait, et on avait la vidéo de l'artiste du moment et que personne ne pouvait avoir. C'est-à-dire que le moment que j'ai, tu sais que les autres ne pourront pas l'avoir. Et donc les gens venaient pour avoir des exclus, pour voir les exclus et tout, etc. Bah moi, je connais bien, j'ai suivi depuis, ça fait longtemps que je suis. Et c'est vrai que chaque fois, je me disais, mais vu que c'est un truc à part, je voyais, en fait, là où je m'intriguais, moi, il y a des années déjà, c'est que je voyais des trucs postés sur Bouscapé, mais je me disais, comment ça se fait que c'est pas le rappeur qui poste? Tu vois, je comprenais pas votre business model. Je savais pas si vous étiez comme une sorte de grosse équipe de prod qui mettait en avant, qui faisait des relations, tu vois, je savais pas trop, et je me disais, mais pourquoi c'est Rémi sort un truc, pourquoi c'est pas sur sa chaîne Rémi, tu vois? Ouais, mais en plus, là, Rémi, tu me parles, on est dans les années 2010 et quelques, 15 peut-être. Non, on est en 2018, je crois. Ouais, 2018, donc ça y est, il y a déjà le modèle qui est... Ah oui, oui. C'est juste qu'en fait, comme Bouscapé, c'est une grosse marque, et que ça représente quelque chose dans la tête des gens, tout le monde sait que, voilà, en tout cas, à une époque, parce qu'on était les seuls, c'est nous, en fait, on a créé un modèle, sans le vouloir, c'était pas prévu, mais après, il y a beaucoup de gens qui ont copié, mais quand je dis copier, c'est pas négatif, hein, mais qui sont inspirés, en tout cas, qui sont inspirés de ce que tu as fait. De ce qu'on a fait. Et puis, les gens voulaient vraiment le tampon Bouscapé. Tu vois, comme aujourd'hui, je sais pas quel tampon, peut-être, je sais pas, voilà. Non, boiserie. Voilà, et tout le monde voulait ce tampon-là, voilà. Tu vois. France, t'as un mec, il y a marque boiserie dans le dos de sa bagnole. Ah, voilà, il est faux, il est incroyable. Et c'est pour ça que les gens, ils nous donnaient plein d'exclus. C'est pour ça qu'on a eu toutes les exclus des gros rappeurs, parce que les gens voulaient nous donner ce moment-là, cette exclusivité, et ils savaient que ça allait être regardé par tout le monde et que ça allait avoir un impact. Et donc, les gens... non, mais c'est très fort, parce qu'aujourd'hui, tu as les vidéos freestyle de Planet Rap. Ouais, c'est ça. Il y a eux, et pratiquement personne d'autre. Il y a les rappeurs qui ont leur chaîne à eux. Et entre les deux, il n'y a personne d'autre à part toi. Bah, c'est ça. Il y a Bouscapé, quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'au début je comprenais pas. Moi, je me disais, mais comment ça se fait? Qui c'est qui tu vois? Non, mais tu sais, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai grandi avec Skyrock, comme beaucoup de gens de ma génération, et j'aimais les freestyles qu'ils faisaient. Les artistes venaient présenter leur projet pendant une semaine, bon, ils le font toujours. Et puis il y avait la partie freestyle. Et à l'époque, les freestyles, c'était tellement. Il y en a qui perçaient. C'était incroyable. Pareil pour Génération FM. Et donc moi, je me suis dit, quand je vais lancer mon média, il faut que j'ai la partie freestyle. Donc freestyle, voilà, c'est les rappeurs qui viennent, qui rappent et qui font un texte et tout, et inédit. Et nous, on a eu la chance d'avoir des freestyles iconiques qui aujourd'hui font partie du patrimoine de l'histoire du rap français. Des gros classiques. Et tu vois, notamment Kerry James, Duroff, bref, j'en ai plein. Et on a créé pour ces moments-là. C'est pour ça qu'on l'a fait, et puis pouvoir vivre, être là lors de création aussi de projets, d'albums,
Notamment, j'aime bien sortir cette anecdote, mais Section d'Assaut, où on a été là pendant l'enregistrement de leur plus gros succès, donc leur deuxième album. Et avec le morceau où il y a Avant qu'elle parte et tout. Et bon, on l'a fait pour plein d'artistes, mais être présent en studio pendant la création d'un morceau qui deviendra, qui sera écouté par toute la France ou toute la Terre, et être là pendant ce moment-là, enfin, capturer ces moments-là, c'est ça que, enfin, en tant que passionné, t'es là pour ça. Être au bon endroit au bon moment. C'est ça, exactement. Maxime parlait de diversification tout à l'heure. Tu te diversifies, comment dans ce milieu-là, tu vas devenir label, tu vas devenir producteur Comme j'aime dire à chaque fois, il y en a plein qui nous ont demandé pourquoi vous n'êtes pas producteur, parce qu'en fait vous dénichez tous les rappeurs. Et donc, mais j'ai dit, c'est un autre métier. Exactement, c'est un autre métier. Et quand je regarde mes amis producteurs, managers, bon, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent, mais je n'ai pas trop envie d'avoir leur vie parce que c'est des maux de tête. Même les artistes le disent eux-mêmes, mais voilà, il n'y a pas plus ingrat qu'un artiste. Donc du coup, tu vas le produire, tu vas tout faire pour lui, et puis après, il y a de fortes chances qu'il te lâche pour quelqu'un d'autre, ou en disant ouais, toi t'as rien fait pour moi, c'est grâce à moi que. Moi j'avais une agence, j'ai arrêté pour ça. Les artistes sont artistes quoi. Donc, Parce que les gens ils sont agréables. Ouais. Toi, ils s'oublient vite. Donc du coup, j'ai jamais voulu me lancer dedans parce que quand je voyais mes amis producteurs, ça m'a pas donné envie. Je pense qu'on était bons dans ce qu'on faisait, donc on s'est dit on va rester bons dans ce qu'on sait faire. Et puis voilà, mais après on aurait, enfin, c'était pas dans notre scope. Mais on aurait pu tenter l'expérience. Mais avec tous les rushs que tu as, toutes les vidéos depuis autant de temps et tout, t'es pas assis sur une mine d'or pour faire un documentaire incroyable sur le rap français? J'ai fait un documentaire, mais pas justement avec tous les rushs qu'on a, mais avec, j'ai raconté une histoire. Parce qu'après, à côté de ça, j'ai monté ma boîte de production audiovisuelle. Parce que comme vous savez, voilà, dans l'aventure entrepreneuriale, des fois, tout se passe pas comme dans nos rêves ou dans les films. Je crois même dans les films, ça se passe comme ça de toute façon, comme on l'a imaginé au départ. Et donc j'ai monté ma boîte justement de production audiovisuelle pour pouvoir faire des documentaires. Et j'ai sorti une série documentaire en 2024 qui est sortie sur MTV et qui après a été rachetée par France Télévisions. Et donc je parle des 2 âges d'or du rap français. Ah donc c'est fait. Je raconte. Voilà. Non mais c'est. Non mais Merci pour l'idée, mais c'est sorti il y a 10 ans. Non, mais il y a plein de choses à faire. Après, j'ai fait aussi une série sur ma chaîne YouTube, Fifth Story, où je raconte justement l'aventure de Bouscapé et la mienne à travers, à chaque fois, l'évolution de Bouscapé à travers des artistes qu'on a suivis pendant énormément d'années. Donc, ouais, il y a de la matière en tout cas. J'ai 24 ans de matière. Ouais. Tu pourrais faire une série Netflix, toi? Exactement. Ouais, s'il y a le bon pitch et le bon. Fais ta pub, c'est bon. Non, mais Netflix, ils changent beaucoup de. Je sais qu'avant, ils en voulaient énormément des documentaires musicaux, puis après, ils se sont un peu arrêtés parce que ça leur coûtait trop cher. Les droits et tout, etc. Donc, ils ont un peu calmé sur ça. Donc, ils changent souvent. Peut-être ça va revenir, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils veulent, mais je sais que pendant un moment, c'est pour ça qu'il y avait eu beaucoup de documentaires musicaux. Gims, Big Flo Oli, enfin, il y en avait plein aussi aux États-Unis. Et puis, les droits leur coûtent un peu trop cher, donc ils ont un peu diminué sur ça. Et cette génération-là, du coup, c'est qui les rappeurs qui t'as le plus, je sais pas, qui fait plus kiffer? Il a trop de potes, je peux pas dire. Non, je pourrais dire, mais Joe Star, ouais, non, mais oui, bien sûr, on a grandi avec NTM, donc moi j'étais fan de NTM, de IAM. Moi, c'est des gens, quand j'ai commencé à filmer et à faire ce que je faisais, j'avais les mecs en poster dans ma chambre. C'est-à-dire que ils étaient tous en poster dans ma chambre, et puis je les voyais la journée. Et puis je rentrais chez moi et je les voyais. Moi j'étais à Disneyland, je vivais un rêve de gosse. Donc moi, c'était génial pour moi. Et aujourd'hui, pas mal de ces rappeurs qui étaient accrochés dans ma chambre sont devenus des amis. Tu vois, je pense à Lino d'Arsenic, qui est... tout le monde est unanime pour le dire, en tout cas, que il est dans le top 3 des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français, et c'est pas le 3e. Et aujourd'hui, c'est un proche. On se voit, on boit des verres, on mange ensemble, on s'appelle pour un oui ou pour un non, on parle de plein de choses. Et voilà, et moi, c'était vraiment un rêve de gosse. Vraiment comme j'ai souvent cette image de Mbappé avec Ronaldo en poster dans sa chambre. Moi, c'est ça. Donc, un passionné qui Mais toi, t'es Ronaldo ou t'es Mbappé? Moi, j'étais Mbappé dans sa chambre. Après, peut-être que je suis Ronaldo pour beaucoup de gens, mais
Mais Mbappé, ouais, dans sa chambre. On va ouvrir le capot de tous vos business juste après cette petite interlude pitch. L'entrepreneur qu'on a sélectionné pour cet épisode de l'addition va venir nous parler de son projet et nous pitcher. Et si vous voulez, à la fin, vous pourrez investir ou en tout cas lui poser des questions. C'est parti. C'est un vrai entrepreneur ou... C'est un vrai entrepreneur. C'est un vrai entrepreneur, il a un vrai projet. Enchanté à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, je suis venu du coup pour vous présenter un peu mon projet de ma vie, un projet qui peut réellement changer des millions de vies aujourd'hui. On est venu en fait révolutionner tout le système de la sécurité personnelle qui était hyper vieillissant depuis 20 ans. Tout le monde utilise la même technologie qui est basée uniquement en fait sur la géolocalisation. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, avec une géolocalisation en cas d'alerte ? En réalité, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne savez pas s'il y a une agression, du harcèlement, du suivi ou quoi que ce soit. Vous ne savez pas non plus qui est l'agresseur, comment il est, ou ce qui se passe exactement. Et vous ne savez pas non plus si vous devez appeler la police, les pompiers. Parce que généralement, la personne ne va pas répondre au téléphone. Et c'est là où Safety change un peu la donne, puisqu'on a un système, en fait, qui est basé sur une application et un petit boîtier, que vous voyez là, qu'on peut coller derrière le téléphone, qu'on peut avoir dans la poche, qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et en fait, d'un simple clic, on va activer du coup une alarme 105 décibels qui va permettre en fait de dissuader l'agression et de prévenir toutes les personnes environnantes pour que, sur la suite logique de dire, plus il y a de bruit, moins l'agression va durer longtemps. Et en même temps, l'idée, c'est qu'on va avoir du coup une retransmission live des caméras, du microphone et de la géolocalisation directement sur le téléphone qui va vous permettre en fait d'être envoyé vers vos contacts d'urgence, d'être envoyé vers le PC de télésurveillance, qui est un PC de télésurveillance 24/24, 7 sur 7. Et du coup, Safety, c'est pas uniquement ça, puisqu'on va beaucoup plus loin, on récolte aussi toutes les preuves, on les horodate et on les stocke pour que vous puissiez les utiliser en justice juste après l'agression. Donc en fait, Safety, si on reprend un peu, c'est le premier système de télésurveillance portable au monde. Je m'appelle Luc Nadier, du coup, je suis le CEO et fondateur de Safety. Donc si vous croyez vraiment aux startups qui ont un produit unique, qui ont une identité unique, un pouvoir d'impact et de sauver des millions de vies, je vous propose de nous rejoindre. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Luc. Bravo. Alors moi, j'ai une première question très rapide, c'est la concurrence. Et globalement, j'ai une belle maman qui a 94 ans, qui vient de tomber, qui a un système d'alerte au poignet. Qu'est-ce que vous avez de différent ? C'est-à-dire que globalement, elle tombe, elle est tout de suite, elle a été prise en charge le week-end dernier par une assistance qui l'a amenée à l'hôpital, etc. Donc, quelle est, par rapport à votre solution, la différence par rapport au système d'assistance pour les seniors, qui peuvent d'ailleurs se diversifier à d'autres populations ? Aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre que nous, notre cible, c'est vraiment de travailler plutôt avec les entreprises, la sécurité des employés, et bien sûr, de l'autre côté, tout ce qui va être un peu grand public, VIP, etc. Mais l'idée réelle, c'est que ces dispositifs existent déjà. Donc, pour la sécurité de la maison, en soi, on ne va rien apporter à ça. Par contre, si votre maman veut sortir, se balader dans un parc, veut aller faire des courses, veut faire quelque chose, dès qu'elle va sortir de chez elle, ces boutons-là ne fonctionnent plus généralement parce qu'ils sont connectés en Wi-Fi. Et donc là, à ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma grand-mère en février de l'année dernière, où elle a ce bouton sur elle à la maison, et elle allait faire des courses, et en fait, elle est tombée sur le chemin, elle s'est ouvert la tempe, et personne n'est arrivé avant 3 ou 4 minutes. Donc elle a failli y passer, et l'idée, c'est qu'on a effectivement développé du coup cette fonctionnalité de détection de chute qui permet à n'importe quelle personne qui chute d'activer la retransmission live, caméra, microphone, géolocalisation, pour connaître la situation exacte. Il n'y a pas de... Non, mais vas-y, tu rigoles. Franchement, insupportable. Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui ? 30 000. 30 000. 30 000 en France B2C. En France ? En France, au Brésil, au Mexique, en Colombie et au Canada. Bizarrement, les pays, bizarrement. Vous faites combien de chiffre d'affaires ? Aujourd'hui, on a fait 200 000 euros l'année dernière sur notre première année de commercialisation. Et on se dirige cette année vers 1,4 million. Et c'est un format abonnement ou simplement achat C'est du ça, c'est un matériel ? format abonnement. Aujourd'hui, on est 2 à 4 fois moins cher que la concurrence. On est à 10,75 € pour l'application et le dashboard professionnel. Et on est à 19,75 € pour le dashboard, l'application et la location du petit boîtier en plus. Moi, je trouve ça super. Il y a un seul truc qui me ferait pas l'acheter maintenant. Ouais, dis-moi. C'est que t'as l'air super, hein, Merci. mais je te connais pas. Ouais. Je sais pas à quel point tu fais auditer ton entreprise en cybersécurité. Pourquoi je mettrais dans ma poche un boîtier d'un inconnu c'est une super idée pour un hacker de hacker ta boîte, Exact. de choper toutes les localisations de tous les VIP, de toutes les personnes sensibles, leur déplacement en temps réel. Et donc, le double tranchant de la solution, il me fait un peu peur. C'est ça. Le but, c'est effectivement qu'aujourd'hui, on a tout un système de cybersécurité qui est en place et cette levée sert justement de renforcer encore plus ce niveau de cybersécurité. Aujourd'hui, on est déjà en train de travailler avec des très grands
des très grands, on va dire, de la cybersécurité française. À mon comité de surveillance, j'ai des spécialistes fondateurs d'entreprises qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans la cybersécurité. Et effectivement, l'idée, c'est aussi, sur un VIP, par exemple, de limiter la data. C'est-à-dire que la géolocalisation directe, on ne va pas l'activer. Les lieux favoris, on ne va pas les activer. On va vraiment être sur uniquement l'alerte sur le moment donné. D'accord. Donc ça va te transmettre qu'au moment où il y a l'utilisation en fait, du boîtier. C'est là où, en fait, on laisse nos utilisateurs choisir. Si tu veux te partager, toi, directement ta géoloc, tu peux l'activer ou la désactiver. Si tu veux partager ton suivi de trajet en direct, tu peux l'activer ou le désactiver. D'accord. Mais en fait, on limite la data comme ça avec les VIP et ça permet vraiment la connectivité et la réactivité bien meilleure que ce qui existe aujourd'hui. Et l'autonomie, c'est combien? De la batterie, Ouais. on est à 30 jours pour 1 heure de charge. Ah ouais, pas mal. Et justement, ce boîtier, est-ce que tu peux nous le faire entendre? Puisque, a priori, Oui. tu dis qu'il y a une alarme Exact. de 105 décibels. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne? C'est dit dans... Au secours. Ok. Et donc ça, c'est censé éloigner les gens qui t'agressent en direct. C'est éloigné, mais c'est surtout attirer l'attention pour que l'agression dure le moins longtemps possible, puisqu'il y a énormément d'études qui montrent qu'en fait, plus tu fais de bruit autour d'une agression, plus la personne qui agresse va se sentir moins légitime à faire ça. C'est vrai que c'est contre-intuitif, mais j'avais lu que le bruit, c'est genre un des trucs... Enfin, je sais pas, on pense au lacrymo pour se défendre, des trucs comme ça. Mais apparemment, le bruit, genre, statistiquement, effectivement, c'est un des trucs les plus... Et surtout les lacrymos, ça se retourne souvent contre toi. Hein. Et tu dois payer combien de temps? Juste une fois? Ça dépend de ce que tu veux faire toi. C'est 2 fois ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois. C'est toi qui personnalises après ton boîtier directement sur l'application. C'est intéressant, en tout cas à creuser. C'est ça. Il faut bien comprendre que l'application aujourd'hui, elle est gratuite, on va dire, pour le grand public. Mais on va avoir tout ce système de télésurveillance, de connexion avec un dashboard professionnel qui, lui, est payant, en fait. En fait, le truc, c'est qu'en dehors du haut-parleur, je vois pas pourquoi tout peut pas être internalisé dans une appli avec une configuration d'un bouton latéral comme on a sur l'iPhone par exemple. C'est ce qu'on est en train de faire sur Android. Aujourd'hui, depuis Android, on débloque même téléphone verrouillé, caméra, micro-géoloc, que ce soit sur le bouton ou depuis un widget qu'on est en train de développer effectivement. Mais tu as la problématique du bruit et surtout dans le cas employé, tu as aussi cette problématique d'avoir un bouton d'urgence qui est accessible à n'importe quel moment. C'est là où si moi je suis dans une banque par exemple ou quoi que ce soit, j'ai mon bouton d'urgence que je peux avoir en fait sous le bureau, mais aussi quand je me déplace, le décoller, le prendre avec moi et partir. Donc en fait, il y a tout un système qui permet vraiment de sécuriser. Et après, tu as vraiment le dashboard professionnel où là, tu as un monitoring de zones favorites, de zones interdites, de détection de chute, d'éloignement de marchandises. Enfin, on est une solution vraiment hyper complète, quoi. Merci, Luc. Ben, merci à vous. Moi, mon job, évidemment, c'est d'investir dans les startups dans lesquelles nous croyons. Ta solution, elle couvre un paquet de sujets qui m'intéressent, la sécurité personnelle, la sécurité des personnes physiques aussi dans les entreprises. Donc moi, je vais mettre un petit peu d'argent. Avec Cube, je vais mettre 20 000 euros. Ok, génial. Et déjà, ça me tenait à cœur de mettre cet argent sur la table Eh ben, merci beaucoup. pour t'aider à faire cette levée et à avancer ensemble. Merci pour la confiance. Ouais. Avec plaisir. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée. Très bien. On va recentrer du coup un petit peu notre échange après l'intervention de Luc et j'aimerais qu'on ouvre un peu les business que vous avez respectivement. Tout à l'heure, j'ai sorti quelques chiffres un peu impactants, des millions d'euros de chiffre d'affaires, des empires, même si effectivement, c'est des termes qu'on utilise plus ou moins au quotidien. Samuel, si on démarre avec toi, la restauration, tu disais que tu faisais 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est énormissime quand même, 6,5 millions et être le petit poussé de la table, c'est cool, globalement. Mais voilà, est-ce que tu peux nous montrer un peu justement les coulisses de la restauration, combien vous faites à la fin de la journée, combien ça marge? Donne-nous un peu les coulisses de la dette autour de la structure, et si on peut ouvrir un peu le capot de tes deux structures, quoi. Déjà, je pense à, quand Maxime il a dit tout à l'heure, la mise en mouvement, c'est vrai que ça déjà c'était très important pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, savoir comment j'ai commencé, en tout cas moi. Certes, il y a eu l'image de Top Chef, mais il y a surtout très peu de capital au départ. Quand j'ai commencé, j'avais 30 000 euros, j'avais juste 30 000 euros de côté, et je suis allé lever 2 millions d'euros en faisant exactement la même chose que le jeune homme qui vient d'être là, en faisant un beau pitch devant la banque. Évidemment, ça suffisait pas pour lever 2 millions d'euros avec 30 000 euros. Donc, ils m'ont donné des conseils. Il y a pas mal d'associations comme Initiative France, comme d'autres choses. Et je suis allé chercher des partenariats, je suis allé chercher de l'argent. Donc, j'ai démarré comme ça. Et j'ai réussi, en grosso modo, avec 120 000, 130 000 euros, à lever mes 2 premiers millions d'euros pour ouvrir le premier établissement. Voilà. Et ensuite, après, donc, petit à petit, donc, on a grossi, chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et dans la restauration, on va dire qu'il faut avoir
un taux de marge qui soit autour des 70% pour pouvoir s'en sortir financièrement avec toutes les charges que ça incombe. Notre plus gros problématique, évidemment, c'est le personnel, c'est la masse salariale. Il faut beaucoup de personnel, il faut du personnel qualifié, il faut du personnel qui coûte cher, avec toutes les problématiques. Je pense que les deux, enfin même vous, je ne sais pas combien vous avez exactement d'employés, mais aujourd'hui, c'est très difficile d'entreprendre avec de l'emploi en France. Et ensuite de dégager surtout des marges donc, assez conséquentes pour pouvoir payer tout le monde. Moi, je dis toujours, à chaque fois que je me lève le premier du mois, j'ai 100 salaires à payer dans 30 jours et puis il faut se débrouiller pour les payer par la porte ou par la fenêtre, quoi. Et moi, je serai le dernier de la liste à être payé de toute façon, quoi. donc ça, voilà, faut l'avoir. Et puis ça recommence 12 fois par an, quoi. Donc faut avancer comme ça. Et puis ensuite, après, évidemment, on a aussi, nous, toute une part très importante d'achat, donc très bien acheté, achat de matières premières. Grosso modo, dans la restauration, on peut dire qu'il y a 30% d'achat de matières premières, il y a 30% de masse salariale, il y a 20% de charges annexes, loyer, électricité, eau, etc. Et ensuite, il reste 10% aux restaurateurs. Voilà, moi, avec ces 10%-là, aujourd'hui, je rembourse mes crédits et ça sera donc mon futur gagne-pain. Je me paye aussi quand même, évidemment, je ne fais pas tout ça pour rien. mais il faut savoir, voilà, même faut pas croire que même avec 6,5 millions d'euros, on gagne des salaires qui sont mirobolants et qu'on gagne beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un métier très dur avec beaucoup d'horaires. Et tu as justement acheté les murs pour que aussi tes business puissent rentabiliser, ou en tout cas l'achat des murs. Alors oui et non, mais j'ai réussi à emmener Emmanuel avec moi dans cette opération des murs parce que moi, grosso modo, un jour, on m'a dit on vend les murs. Si on vendait les murs, je passais un loyer de 30 000 euros. Ça rentrait plus dans mon business plan de départ. Donc c'était grosso modo, je suis allé voir la banque au départ, avant Emmanuel, et je leur ai dit je vous dois déjà 4 millions d'euros. Il m'en faut 4 de plus parce que sinon, je vous rendrai pas les 4 premiers. Et ça a marché. C'est un peu résumé rapidement, mais j'ai été voir Emmanuel. J'ai dit tu peux me donner aussi un petit coup de main sur le truc. Et... mais oui, quand on a une vision long terme, effectivement, dans le business model que Samuel développe, l'immobilier fait partie de cette stratégie. Donc ça, c'est crucial. En tout cas, je trouve que c'est... En tout cas, restauration et immobilier, d'une manière générale, c'est intrinsèquement lié. Ouais. Et puis quand je rajoute juste une chose, parce que je suis très admiratif de Samuel et de Julien, son associé, parce que ce sont deux potes qui se connaissent depuis très très longtemps et qui sont très complémentaires. Et on parle beaucoup de business et on parle beaucoup d'associations, puisqu'on diversifie, vous avez tous des associés, etc. La complémentarité dans les associations est fondamentale, pour moi en tout cas. Et juste un petit mot, c'est qu'il faut un métier extraordinaire. Je suis très admiratif de ce qu'ils font. Voilà, parce que la restauration, c'est un métier très compliqué, où tu mets tes couilles sur le béliot tous les jours, et 2 fois par jour. C'est dans nos industries, on peut se gourer, on peut se tromper, ça passe. Dans la restauration, c'est exigeant, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. C'est un métier ultra exigeant. Donc, je suis très admiratif parce que quand on a la chance, pour moi, d'être associé à des gens qui sont... c'est un sacerdoce, ce métier-là, et qui ont cette exigence de qualité, de professionnalisme, c'est un vrai bonheur. Et bravo Samuel, effectivement, parce qu'on le voit beaucoup à la télé, mais derrière, il y a du taf. On le voit beaucoup sur les réseaux, mais derrière, il y a du taf. Et ce qui est aussi votre cas, les gars, j'ai vu le regard entre vous quand on a parlé de la difficulté d'entreprendre en France. Qu'est-ce que c'est que cette difficulté-là ? Quelle est la plus grande difficulté à entreprendre en France que vous avez rencontrée ? J'ai vu le regard, Maxime. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais avec Lucien, et c'est peut-être la différence qu'on a avec Samuel, c'est que c'est assez facile de recruter pour nous, parce que du coup, on est un métier du divertissement très exposé. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont passionnés d'audiovisuel, de cinéma, voilà. Donc ça veut dire que, un peu comme toi aussi, tu as du monde au portillon, on va dire. Donc c'est une chance, quoi. Du coup, on peut faire la fine bouche sur les gens qu'on recrute. Ouais. Maintenant, la difficulté qu'on rencontre tous, je pense, c'est qu'en France, il y a quand même très très peu de flexibilité sur la façon d'embaucher, la façon de se séparer de collaborateurs aussi quand ça ne marche pas. On va privilégier plutôt la fidélisation des équipes et des gens vraiment où on va s'investir sur le long terme, ce qui est quand même plutôt une bonne chose au final. Plutôt que du turnover, quoi. C'est juste pas envisageable parce que c'est une énergie invisible et des coûts invisibles que de se dire « Ah bon, mes 3 monteurs, ils sont pas bons, je vais les remplacer. » Même pour nous, c'est catastrophique. J'imagine même pas dans la restauration. Donc ça, c'est vraiment la première difficulté, je pense, c'est le manque de flexibilité sur la capacité à embaucher et à se séparer de gens quand ça ne marche pas. Voilà. Et puis après, tout simplement, les charges excessives, notamment sur les salaires,
Et le premier point, au-delà du fait que j'adore l'argent, j'adore me payer et me verser des dividendes, c'est génial, mais ce qui m'emmerde, c'est ce que je paye et ce qu'il y a effectivement sur le compte de la personne que je paye. À la fin, et ça, c'est juste décourageant, démotivant, et ça envoie je trouve, nous, je sais pas, on l'a fait par passion, donc en fait, on a accepté ces règles du jeu-là, mais aujourd'hui, si on donne les règles du jeu sur une page blanche à un entrepreneur passionné, je sais pas s'il a envie vraiment de le faire en France, en fait. Parce qu'on voit comment c'est. Faut que ce soit rangé, parce que c'est un paradis fiscal. Un paradis fiscal que Emmanuel a créé d'ailleurs. Participer à contribuer. C'est clair, c'est le plus gros problème en France. J'ai la chance, je reviens d'un voyage en Asie, j'étais à Hong Kong hier, je viens d'atterrir d'ailleurs. Et enfin hier, et bref. Et en fait, ça me rend fou parce que j'ai vu des copains à Hong Kong et quand je vois la fiscalité, la taxation qu'il y a là-bas, mais putain, c'est un pays qui marche super bien. Enfin, c'est un pays, c'est une ville-État, mais ça marche super bien. Il n'y a pas de taxe sur les salaires. Le ticket de métro, il vaut 60 centimes. L'hôpital, il est gratuit pour tout le monde. Enfin, voilà, je n'arrive pas à comprendre qu'on soit dans le pays le plus taxé du monde et qu'on ait aujourd'hui ce résultat-là dans notre pays. Ça, c'est vraiment un truc. Alors, en tant qu'entrepreneur, c'est dur, quoi. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, si vous voulez bien. C'est que globalement, moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai eu cette chance au travers de mon métier dans tous les pays du monde. Et que je constate une chose, c'est que on est le plus beau pays du monde. On a une chance extraordinaire de vivre en France. Et c'est parce qu'on a c'est en allant à l'étranger qu'on se rend compte de la chance que l'on a de vivre en France. Je me rappelle d'une remarque extraordinaire en Thaïlande, où je demande quel est le taux de chômage que vous avez. Il me dit, bon, on n'en a pas. Ah bon, vous n'avez pas de chômage? Ben, je dis non, on n'a pas de chômage. Parce que globalement, quand on n'a pas de boulot, on ne paye pas les gens. Vous avez du chômage parce que vous payez les gens. Et nous, on ne paye pas les gens. Donc de toute façon, ils ont du boulot parce que sinon, ils n'ont pas d'argent. Donc cette remarque-là m'a un peu choqué. Et la deuxième remarque, c'est de dire, ben, de toute façon, d'être né en France, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, né en France, c'est d'avoir gagné au loto. Je suis d'accord. Ah oui. Donc, on a un pays extraordinaire sur l'ensemble des... On est le pays où les couvertures sociales sont les plus élevées. Grâce à toi. Pas grâce à moi. Enfin, on y a contribué. Mais c'est vrai qu'on paye beaucoup. C'est vrai qu'on a. Mais on a aussi un service extraordinaire sur l'éducation, sur la santé, sur le chômage. C'est là où je te perds. Non, mais non. Je pense que le service, il était bien dans les années 2000 quand on a grandi. Aujourd'hui... Je suis d'accord qu'il peut y avoir des excès et que de toute façon, il y a toujours des choses, comme on le disait tout à l'heure, qu'il faut renouveler, qu'il faut changer, que ce monde est en train de changer et d'évoluer et qu'il faut évoluer et qu'il faut le faire évoluer aussi. Mais qu'il y a à un moment donné aussi une réalité qui est de dire... Faut pas taper non plus sur la France. Voilà, on est un pays quand même extraordinaire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucun d'entre vous, aucun, qui se soit lancé dans un business en disant je veux gagner de l'argent. L'argent n'est pas un objectif, est une conséquence de. Vous avez fait les choses par plaisir, vous avez fait les choses par passion, vous avez fait les choses parce que et vous avez découvert que finalement on pouvait gagner de l'argent. On ne va pas cracher dans la soupe, on ne va pas se cacher, c'est très bien. Et que globalement, ça fait partie aussi du jeu quand on gagne de l'argent de payer des impôts. On ne remet pas encore, on ne remet pas en question ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas tant parlé d'impôts. J'ai parlé de charges sociales parce que je pense qu'il y a une profonde injustice, encore une fois, entre les gens qu'on a envie de payer parce que c'est des collaborateurs qu'on veut fidéliser sur des années et ce qu'ils ont effectivement sur leur compte à la fin. Je pense pas avoir dit que j'étais pas content de payer 40% d'impôts sur mes dividendes après avoir payé l'impôt sur les sociétés et la TVA et le... Bon bref. Et l'URSSAF et la Moi, je me dis, des et fois, la- on est un pays, il faut mieux être salarié qu'entrepreneur. Ah bah clairement. Quand tu vois comment t'es couvert aujourd'hui quand t'es salarié en France. Toi, t'en parles beaucoup sur YouTube, justement, sur ta chaîne secondaire, Ouais. ces coulisses-là. Bah moi, je suis d'accord globalement avec l'idée, mais après, j'estime que les gens, quand on a tous un petit peu envie de se plaindre, parce que c'est vrai que on paye beaucoup de partout, mais d'un autre côté, on a aussi l'argent aujourd'hui pour se barrer si on a envie. Donc, on peut aussi dire aller dans un endroit avec 0% d'impôt, et puis j'imagine qu'au bout d'un an, on se dira, comme tu le disais, que c'était la France le plus beau pays du monde. Mais On a fait le choix de rester, donc mais on on va a pas se plaindre. Ben Tu vois ce voilà, que je veux dire c'est exactement ce que j'allais dire. Mais je suis d'accord que quand tu entreprends, il y a aussi des gens qui se battent tous les jours comme nous
et puis qui font pas de marge à la fin, qui se battent dans clair. tous les sens. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont un poil plus légitimes quand même à dire là ça commence à être une catastrophe de ce qu'on peut payer. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a plein d'autres belles choses, même si la santé et ces excuses-là, je trouve qu'aujourd'hui elles sont plus trop valables aussi, parce qu'il y a plein de choses qui se dégradent. Mais on a quand même cette chance aussi de pouvoir être ici, cette chance d'être dans un endroit qui est beau, encore plus arrangé. Et puis avec cette possibilité d'entreprendre, de développer, de pas avoir beaucoup de limites, quoi. Et quand tu survoles Angers avec ton hélicoptère ou ton avion, tu te dis que c'est encore plus beau Ouais. finalement vu de là-haut. Oh, ouais, voilà, je cherche mes magasins. Je me dis, ah non, je suis chez Amixem là. Après, ce qui nous réunit, c'est qu'on est quand même des entrepreneurs avec du volume d'affaires. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'ai une vision. Dans la boulangerie aujourd'hui, dans 10 ans, une boulangerie qui fait pas 1 million de chiffre d'affaires ne gagnera pas d'argent, en fait. En fait, on est dans une spirale où, comme on a des charges toujours de plus en plus, la masse salariale augmente, il faut que le niveau de volume d'affaires soit toujours de plus en plus important. Et nous, dans la boulangerie, un boulanger, il y a 20 ans, avec 500 000 euros de chiffre d'affaires, il était le roi du monde, en fait. Aujourd'hui, un boulanger à 500 000 de chiffre d'affaires, il ne gagne pas d'argent, en fait. D'accord ? Et si tu fais pas 1 million de chiffre d'affaires aujourd'hui, tu gagnes peu d'argent. Je vais un peu dire ça. Ok ? Mais demain, dans 10 ans, il faudra faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Et plus ça va aller, plus il Donc, si t'es pas en faudra un croissance, volume tu meurs, quoi. d'affaires plus important, en fait. Et ce qui est dur aujourd'hui, c'est toutes les TPE, les petites PME, voilà, les entrepreneurs qui travaillent avec 1 ou 2 collaborateurs. C'est eux pour qui c'est très très dur aujourd'hui, en fait. C'est très dur aussi pour FIF qui nous regarde et qui attend 19h. Non, Depuis tout à l'heure. non, Le mental est là, le mental est là, on le sait, on le sait. Je suis rodé depuis 3 semaines, vous inquiétez pas. La semaine prochaine, c'est fini. T'as tout notre soutien, Non, t'inquiète pas. Mais j'avoue, je dis, ils sont quand même pas mal les desserts. Je veux dire, C'est ce que je me dis, j'ai un petit peu honte, je me dis, voilà, quand même, il doit te dire, oh, 19h. J'avoue, les desserts, c'est pas mal. Bon, je pourrais pas apporter la glace à emporter, mais bon. Un petit pain perdu, je dirais pas non. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va te faire ça. C'est pas un doggy bag qui t'attend, c'est un... Et Lucien, on t'a pas écouté sur un truc. Oui. C'est quoi, toi, qui t'a... T'as combien sur mon compte? Toi d'abord. Non, c'est à quel moment, c'est quoi le truc que t'as fait, parmi tout ce que t'as fait, qui t'a fait décoller? Bah moi j'ai jamais eu de moment où ça a décollé. En fait, j'étais sur Snap moi en fait au départ. Sur Snapchat quand c'est sorti quoi. Okay. Et puis j'ai plein de potes en fait qui me disaient bah on est au travail, on attend tous la pause pour être 15 derrière un téléphone, mets ton compte en public. Et donc je me dis non, moi je partageais ma vie à l'époque, je vivais en caravane dans la forêt avec ma mère. Tu vois bien, c'était vraiment une vie. C'est pour ça que les gens ils voulaient voir parce que je faisais tout et n'importe quoi dans ma forêt. Et puis. T'as changé de vêtements? Oui, j'ai changé de vêtements. Comme Mais j'ai gardé ceux de l'époque. Et en gros, donc, je mettais ça sur Snap, et puis mes potes, ils me disent, et puis tout de suite, quand je me mets en public, j'ai 200-300 personnes, parce que tout le monde en parle un peu. Et puis ça continue comme ça, de manière linéaire jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'ai jamais eu de pic où j'ai pris 100 000 abonnés en un mois, mais j'ai eu en moyenne à peine 1000 personnes par jour. Mais j'ai jamais eu de pic, ça a jamais stagné, ça a toujours été à peu près ça, à peu près 1000 personnes par jour, et puis là, on arrive à 2 millions d'abonnés. Et en gros... Donc là, dans la vidéo et dans mon taf, là où ça a pris, si tu veux, où il y a eu un élément déclencheur, c'est vraiment quand j'ai fait des vidéos qui étaient sur Snapchat, Facebook, c'était des trucs qui duraient 24 heures. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais migrer sur YouTube, parce que je me disais, sur YouTube, on peut faire un truc avec des gens qui s'abonnent, c'était plus sérieux qu'une page Facebook où tu as que des impressions, etc. Et c'est là que ça a commencé tout de suite, vu que j'étais suivi un petit peu sur Snapchat et tout ça. J'ai tout de suite eu 30 000 abonnés sur YouTube. Et moi, j'ai un truc qui est en tête quand je pense à toi, c'est quand tu as fait gagner une dizaine de voitures. Oui. Et tu faisais acheter des t-shirts à ta Ouais. marque ou des Ouais, éléments c'est ça. pour participer à la loterie. Bah en fait, ça c'est du marketing. En fait, si tu veux, au début, je voulais simplement remercier ma communauté en faisant gagner une moto. Donc j'ai fait gagner une moto. Et puis, à la fin, en fait, je m'étais dit, bon, je vais faire gagner une moto, puis ça va booster les ventes de mon site. Et puis à la fin, j'avais pas calculé les bons trucs. Parce que comme tu disais tout à l'heure, au début, on calcule pas les frais de la poste, les rouleaux de scotch, tout ça, ces trucs-là, on prend pas en compte. Ouais. Donc je perds un peu de sous, tu vois. Mais je me dis, c'est pas grave, au moins ça a fait un peu de buzz et tout. Les gens ont kiffé, mort, ils ont eu une moto. Après, je fais avec une voiture. Je repère de l'argent. Mais pas beaucoup parce que j'arrive, je me dis, je suis pas loin du truc et tout. Et puis après, j'ai continué à faire ça, mais dans l'idée de remercier ma communauté, puis en même temps de me dire, bah, si les gens ils vont sur mon site sans ça, si tu veux, j'ai toujours autant de ventes sans.
Donc ça va fidéliser ma clientèle, mes abonnés, etc. Et puis c'est comme ça qu'après j'ai fait une voiture, 2 voitures, 10 voitures, 30 voitures. Un camion. Voilà. C'est énorme. Un camion. Bientôt. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti, quoi. Puis après, en fait, j'ai tout mis à la hauteur en face. C'est-à-dire qu'on a créé notre propre service d'expédition, de gestion, d'étiquetage, de stockage. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ça au profit d'autres youtubeurs. Et vu qu'on avait tout en place, des tarifs avec des poids lourds qui viennent tous les jours chez moi récupérer les colis, des stocks de scotch déjà achetés à l'avance, des étiquettes, on fait... Et puis aujourd'hui, maintenant, on a racheté une usine. Mais du coup, je me suis dit, autant mettre ça au profit de tout le monde, quoi. Et donc, on fait ça pour des rappeurs, des pilotes de F1, des youtubeurs, des entrepreneurs, des marques, des sites internet. Et puis après, j'ai refait une boîte de com qui me servait que pour moi. Puis après, je me suis dit, tiens, je vais l'ouvrir aux autres. Donc, on fait des sites aussi, voilà. C'est comme ça que j'ai fait plein de petites boîtes autour de YouTube, quoi. Et toi, niveau diversification, t'as la couronne de la table quand même. Parce que t'as quand même des trucs très différents qui sont pas, c'est pas le truc que tu penses naturellement. Parce qu'effectivement, quand t'es une personnalité publique, le merchandising, c'est un truc assez logique. Mais quand tu commences à faire une boîte d'assurance, c'est que là, tu t'es bien diversifié, quoi. Ouais, en fait, Non, franchement, j'ai pas voulu diversifier au départ. C'est quand j'ai commencé à me dire, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir vivre de ça. Je me suis dit, moi, tiens, je vais proposer, moi qui fais de l'airsoft. L'airsoft, c'est un jeu avec des répliques d'armes à feu qui tirent des billes. Je me suis dit, je vais proposer aux gens qui me suivent et qui me font confiance maintenant, je vais leur proposer ce que je connais depuis 15 ans. Ça me passionne, je vis pour ça. Donc, je vais leur proposer les meilleures répliques avec un meilleur prix et je vais faire un site. Et puis, je dis, si ça marche bien, je paierai mes billes. Comme ça, je joue gratuit. Et puis, là, le premier soir, ça a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on parle d'une époque où je gagne 100 euros par mois avec YouTube. Là, je vois 50 000 euros de chiffre d'affaires, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, quoi. Et c'est là qu'après, j'ai vu que ça allait être, j'allais avoir besoin d'un salarié, et puis d'un deuxième, et d'un troisième, et voilà. Puis avec le temps, j'ai répondu à des problématiques aussi, comme le fait par YouTube au début, tu le disais pour 2012, mais en 2017-18, les gens, quand ils arrivaient pour te demander ton travail, que tu disais, je fais des vidéos sur YouTube, en 2018, on te disait encore, désolé, il n'y a pas de code APE. Comment tu immatricules ta boîte? Audiovisuel, réalisation de films, promotionnel. Et donc, j'ai rencontré ces petites problématiques aussi, puis des assurances qui ont dit, oh non, les influenceurs de Dubaï ou des gens de la télé-réalité, on ne veut pas. J'ai dit, non, mais nous, on ne fait pas ça. On est à Angers. On est à Angers. Et donc, j'avais des assurances sans cesse qui me disaient, non, on ne peut pas vous assurer. Moi, j'ai acheté un bâtiment, ils ne voulaient pas m'assurer mes bâtiments, machin. Puis j'ai dit, je vais monter ma boîte. Okay. Et sauf que, au début, ça a été un peu un échec parce qu'on a eu 100 000 demandes de devis auxquelles on ne pouvait pas répondre. Donc, on a 100 000 personnes qui avaient été sans réponse. Donc, on s'est mangé des commentaires très mauvais de gens qui disaient, c'est cool, tu ouvres des trucs, mais tu réponds pas à tes clients. Et après, on a embrayé, et puis ça s'est bien développé, quoi. Donc, voilà. Incroyable. Ouais. Et puis après, plein d'autres boîtes aussi comme ça, dans d'autres axes qui n'ont rien à voir, mais qui me passionnent tous. L'assurance, ça a répondu vraiment à un vrai problème. Mais tout ce que je fais, sinon, c'est que des choses qui me passionnent, quoi. Et maintenant, t'as un hélicoptère et un avion. Voilà. Pour aller dans chaque boîte. Il n'y a pas longtemps sur YouTube. Le principal est à Angers, mais j'ai d'autres boîtes un peu à droite à gauche. Donc, t'as pas créé une SAS pour un hélico. C'est à toi, quoi. Non, l'hélico, il est sur un garage. Ouais, ok. Ouais, c'est fait exprès parce que du coup, je le loue. Ah, ouais. Je loue mes avions et l'hélico à des pilotes instructeurs ou pour des vols privés. Ok. Et donc, voilà. Et puis, donc il y a une SAS quand même. Ah, il y a une SAS et il y a une SCI parce que j'ai acheté un bâtiment dans un aéroport. Si on a besoin de prendre ton hélico, on t'appelle. Ouais, moi je te trouve un pilote et tu pars avec mon avion. Ok. Vraiment, c'est vrai en plus. Et c'est quoi comme avion? Bon, j'en ai eu plusieurs. J'ai un tout petit pour moi et puis là un plus gros et un hélicoptère classique, quoi. D'accord. Voilà. Et tu voles comme tu veux ou comment ça se passe? Tu peux voler comme tu veux. Ouais, le permis, c'est une des pires étapes de ma vie niveau théorique. Parce que voler, moi je conduis tout, tu vois, mais l'hélico, la théorie, le code de l'air en fait, c'est une horreur, quoi. C'est 1 an et demi de boulot, plus de week-end, plus de soirée. Et là, je passe les vols aux instruments pour partir à l'étranger de nuit, et donc je me remets dedans, tu vois, je viens d'en sortir. Donc ça veut dire, là, tu peux, comme une voiture, tu prends ton hélicoptère et tu peux voler. Ouais, Je pensais qu'il y avait demain, j'ai rendez-vous à Paris, tu vois, j'y vais, je me pose là où je tourne ma vidéo. Et comme ça, au lieu de me taper 6h30 de route dans la journée, ça me fait 2 fois 45 minutes. Et en plus, 2 fois 45 minutes où je suis content, quoi. Ouais, moi, je pensais que c'était genre réglementé, fallait demander à c'est l'État. réglementé. Non, c'est réglementé, mais t'as pas de demande particulière. C'est toi qui pilotes. Ouais. Non, c'est top. Emmanuel. Oui, j'ai une anecdote assez particulière par rapport à Evolis, par rapport à la boîte qu'on a créée. C'est-à-dire que Evolis passe pour une success story locale, mais globalement,
On n'a pas toujours... les 2 premières années ont été très difficiles. Je me rappelle, début d'année 2001, puisqu'on a démarré en janvier 2000. Janvier 2001, on n'a plus d'argent, on n'a plus rien, on n'a plus les moyens de payer les salaires, on ne sait pas comment on va s'en sortir, globalement. Et là, la banque vient juste, je vais voir la banque, il me dit on vous suit, vous inquiétez pas. Mars 2001, on a un salon international où on expose nos machines sur une table ou sur un petit salon qui fait 9 mètres carrés, donc sur une table en plexi, etc. Et là, un patron coréen, sud-coréen, vient et regarde les produits et il cherche juste à introduire ce type de produit sur son marché. Et il regarde tous les concurrents qui sont 10 fois plus gros que nous. Et comment arriver à le séduire et comment arriver à marcher. Alors on avait à l'époque monté un petit jeu, c'était un coffre-fort avec des cartes à gratter. Et s'il grattait la carte et qu'il ouvrait le coffre, il gagnait une imprimante. Évidemment, j'avais toutes les cartes gagnantes, donc je lui ai offert qu'une carte gagnante. Il a gagné la carte, il a pris l'imprimante. Et quand j'ai été le voir le lendemain sur son stand, je lui ai dit alors qu'est-ce que vous avez choisi comme constructeur pour pouvoir importer? Il m'a dit j'ai déjà gagné une imprimante, je vais prendre les vôtres. Et il a passé une commande de 100 machines. La seule chose, c'est que globalement, je ne suis pas sorti de son stand sans avoir un chèque de banque. J'ai dit, moi, je veux bien tout, mais j'ai besoin de cash, donc il faut que vous payiez. Le mec dit, ben non, vous êtes fou, quoi. Je vais vous envoyer, je fais un virement, pas de problème. Je dis non, je veux un chèque. Je ne partirai pas d'ici sans avoir le chèque. Et il m'a pris pour un fou, mais je suis parti avec mon chèque. À l'époque, en 2001, c'était encore des francs, 1,2 million de francs. On a changé en 2002, 2001-2002, je crois, non? Non, c'était en 2002. Ouais. Le changement... Et c'était donc là, c'était en mars 2001. T'as pas connu les francs, c'est ça? Si, moi j'ai connu. Ah ouais, d'accord. Et donc, J'allais acheter des Hot Wheels avec une pièce de 10 francs. Et donc voilà, c'était le point de rupture parce que globalement on perdait de l'argent et on était vraiment le couteau sous la gorge et on ne savait pas comment payer les salaires, on ne dormait pas la nuit. Mais ce point-là, ce point de rupture a fait que globalement les choses se sont enclenchées après et on a commencé à gagner de l'argent et à changer de mindset à partir de ce moment-là. Sur un jeu de ticket à gratter parfaitement. Sur un jeu de ticket sous huissier à de gratter. justice, quoi. Voilà, absolument. Bravo. C'était pas autant réglementé par l'Argel à l'époque. Et justement, est-ce que quand tu vends ta boîte, c'est le moment où tu gagnes beaucoup d'argent ou est-ce que tu en as gagné un peu tout le long, ce qui fait que ça t'a pas changé la vie? Est-ce que l'autre point de rupture, ma question plus frontale, c'est quand tu as vendu ta boîte 250 millions d'euros, c'est là où finalement tu récupères les billes de 25 ans de travail? Alors je te rassure, j'étais pas d'abord le seul actionnaire, hein, donc mettons les choses à leur place, d'accord? Non, on avait une politique salariale qui était une politique salariale où on n'avait pas un différentiel entre le plus bas salaire et le plus gros salaire. Je crois que c'était 10 fois max, donc c'était 10 ou 15 fois. Mais, enfin, c'était très... et on se payait beaucoup sur les dividendes aussi, donc on avait tous les trucs immobiliers ou l'autre boîte ou les investissements que j'ai pu faire, c'était sur les versements de dividendes quand les années étaient bonnes. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça s'est enclenché. Voilà, le fait de vendre sa boîte n'est pas une rupture en tant que telle, c'est qu'effectivement ça vous donne une autre perspective. Et la perspective a été, pour nous, et tu le sais très bien, de monter notre société qui est une société d'investissement, dans laquelle là on accompagne effectivement un certain nombre de boîtes, de start-up, de projets, comme on l'a fait aussi et comme on s'est associé avec Samuel et Julien. Voilà, ça fait partie aussi aujourd'hui de notre nouvelle aventure entrepreneuriale. Et quand tu regardes un parcours comme Maxime ou celui de Lucien, où c'est très justement sur la création de contenu, où il y a plusieurs projets alors que toi, tu n'en as fait qu'un, et tu t'es jamais trop montré, quel regard vous portez respectivement l'un sur l'autre, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la création de contenu, Maxime, est obligatoire pour réussir? Est-ce qu'Emmanuel, justement, tu te dis, moi, j'aurais peut-être peur de financer les gars parce que c'est très sur leur personnalité, s'il y a un pépin demain, non. c'est chaud? Moi, j'ai une culture du résultat. Donc, quand je vois les résultats qu'ils ont et quand je vois ce qu'ils font, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, je suis admiratif de ce qu'ils font. Pour moi, ce sont des extraterrestres. Mais je respecte bien évidemment ce qu'ils font et je ne serais pas capable de faire ce qu'ils font et c'est pas trop ma culture. Donc, je passe peut-être pour un dinosaure, mais globalement, je respecte beaucoup ça. Et je crois d'ailleurs aujourd'hui que créer un business passe par une autre façon de communiquer, une autre façon de se rendre visible, et une autre façon et à travers soi et sa boîte et ses produits et autre chose, de communiquer, très clairement. Moi, ce que je trouve incroyable dans le parcours d'Emmanuel, c'est qu'en fait, il y a un truc qui paraît un peu peut-être fou pour nous, les nouveaux métiers qui n'existaient même pas il y a 15 ans, d'effectivement avoir des parcours qui durent autant. Et pour faire le lien aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as fait le choix de rester en France
et en plus d'Angers. Donc ça, on partage très fort. Beaucoup de gens ici, excuse-moi, sauf toi du coup, parce que je sais pas. Non, je débarque bientôt Bah, ici. Je ouais, débarque voilà. bientôt. Je sais pas qui c'est qui fait en fait. Ouais, il y a un truc ici, là, 1h23 de Paris en plus. Non, franchement, ça va. Mais du coup, ouais, le choix d'être resté en France aussi longtemps et au-delà de la France, d'être resté local, alors que quand tu expliques ton métier, forcément, moi je me dis, bah, ça a dû être tentant à un moment donné la délocalisation parce que la main-d'œuvre devait être tentante à l'international, etc. Et d'avoir gardé du coup le cœur de ton activité ici, c'est quand même, c'est courageux et c'est même presque un choix politique, quoi. Oui, c'est un choix. Non, mais je confirme et j'affirme qu'effectivement, c'était un choix délibéré, un choix sociétal plus qu'avant politique, mais un vrai parti pris. Ouais, carrément. Et pour ça, bravo, parce que du coup, valoriser une boîte comme ça, en ayant fait ce choix-là pendant autant d'années, bah, c'est incroyable. Donc j'espère qu'on pourra en dire autant. Bah oui, mais c'est vrai que nous, on a dans la vision que tu partages, c'est vrai qu'on se dit, waouh, t'as la tête d'une seule grosse boîte. Ça fait presque plus peur que de te dire d'avoir plusieurs trucs et de te dire, bon, s'il y a un truc qui foire, j'ai les autres qui rattrapent le reste. Puis il y a un zéro de plus sur le nombre de salariés aussi. Ouais, voilà. Quand on voit le nombre de problèmes humains déjà. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que dans un sens ou dans l'autre, nous, on a ce risque-là, entre guillemets, d'image, où ça fait tous les youtubeurs pensent à ça régulièrement, hein, de se dire, il y a quand même une partie des boîtes qui reposent sur l'image. C'est pour ça aussi que moi, j'ai voulu développer plein de trucs, parce que je me dis, et que j'essaye de rendre, même dans le marketing, plein de mes boîtes indépendantes, quoi, entre guillemets, revendables. Et c'est aussi ce projet-là de se dire, le jour où on n'a plus envie, où ça s'arrête, on peut faire vivre notre petit écosystème. Tu vois, en enlevant un pion qui s'appelle YouTube, mais qui aura alimenté pendant toutes ces années le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être à la tête d'une seule boîte, c'est vrai que quand on a vu les périodes comme le Covid, on se dit, si ta boîte elle dépend du Covid, le gars qui a un énorme restaurant, par exemple, à Angers, non, mais tu te dis que c'est vrai que d'avoir un seul gros business, ça peut des fois effrayer des gens comme nous. Ouais, carrément. Alors que ça pourrait te paraître pour toi, par exemple, plus logique, quoi. Après, en même temps, je suppose que quand tu étais dans la phase d'expansion, de croissance, etc., tu devais aussi te dire que si tu n'es pas là, ça s'écroule. Parce que tu as tellement de responsabilités. Non, faux. Okay. Et ça, c'est rassurant, j'aime bien la réponse. C'est une chose que j'ai appris. J'ai appris parce que globalement, on a eu une croissance très forte et la tête dans le guidon et pendant pas loin, un peu plus de 10 ans. Et à un moment donné, il y a juste eu une chose qu'on apprend quand tu structures une boîte. Quand tu pars de petit et que tu commences à grossir, à passer la barre des 100 collaborateurs, 100, 150, etc., il y a un phénomène qui est que... tu n'as pas su forcément. J'ai pas fait d'école de management. On n'a pas fait d'école, nous, pour devenir chef d'entreprise. Donc tu apprends sur le. Et ce que j'ai pas appris assez vite, c'est à déléguer et surtout à me structurer et à structurer le groupe pour pouvoir. Donc il y a eu une période où globalement j'étais pas loin du burn-out et ma seule phase de survie a été de partir en tour du monde avec ma famille parce que j'ai reconnecté avec ma femme et mes enfants sur un voyage tour du monde pour tout couper. Et l'objectif, c'était de tout couper. Ma femme m'avait dit, si tu prends ton téléphone et ton PC, on ne parle même pas. Donc, c'était de tout couper. Et là, tu apprends que globalement, tu as réussi quand ça marche sans toi. Alors, tu apprends peut-être un petit peu pour ton ego, mais en même temps, tu t'aperçois que tu as quand même suffisamment réussi à apprendre à faire et à passer du faire à faire faire. Bien sûr. Et à organiser les choses. Voilà. J'avais des associés extraordinaires avec des gens qui ont dit on y va, on prend le bébé, t'inquiète pas, pars. T'es parti combien de temps 8 mois. Ok. 8 mois. Waouh, ça devait être dur au début, hein. Ça devait être stressant. Ouais, j'ai eu le blues de l'iPhone. C'est-à-dire que globalement, j'avais demandé à toutes mes équipes voilà, sauf vraiment en cas d'extrême urgence, mais on ne pense pas qu'ils vont le faire. C'est-à-dire qu'ils vont t'appeler. Puis au bout d'un mois, 2 mois, personne, t'as pas un message. T'apprends par la presse que ta boîte a coulé. Donc tu te dis, voilà. Tu te dis, et t'as le blues de l'iPhone. Ça sert plus à rien que de prendre des photos. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Voilà. Si tu avais un conseil à donner, Emmanuel, justement, sur l'entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui, ça serait lequel? Peut-être lié au RH, peut-être au management. Un seul qu'il faudrait retenir, ça serait lequel? Un seul. Waouh. Une des choses qui, moi, m'a fait perdre du temps,
j'ai toujours considéré qu'on pouvait avoir des collaborateurs et les entraîner de faire en sorte qu'ils soient meilleurs systématiquement tout le temps pour accompagner le projet. C'est faux. La bonne personne à la bonne place. Quand on n'a pas les bonnes personnes à la bonne place, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd en tout. Donc, s'il n'est pas à la bonne place, il faut soit lui retrouver une autre place, soit trouver d'autres, dire que globalement, l'histoire peut s'arrêter à un moment donné aussi. Et que ça, c'est un courage, parce que c'est toujours très difficile à prendre comme décision, et c'est une des décisions les plus difficiles à prendre quand on est un entrepreneur et quand on développe son activité, de dire à un moment donné, on a fait un bout de chemin ensemble, mais on va s'arrêter. Ou on trouve d'autres moyens ou d'autres services ou d'autres voies pour que la bonne personne soit à la bonne place. C'est crucial. Pour moi, c'est vraiment s'entourer des bons collaborateurs, on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie du succès, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie du succès que l'on peut avoir et construire, mais il faut avoir les bons collaborateurs avec soi. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir des collaborateurs extraordinaires et des associés extraordinaires. Et Maxime, ce serait quoi, toi, ton conseil à un jeune entrepreneur? Ouais, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais juste la mise en mouvement, déjà, quand tu commences, ça me paraît être un premier conseil, quoi. Juste faire. Ne pas penser, si c'est possible, à l'argent, mais ça, c'est un luxe. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir, du coup, une assise, soit des parents, je réponds au téléphone 2 secondes. Pardon. Oui, achète. Et le mec me dit... Non, mais voilà, la mise au mouvement, ultra important. Et puis, je rejoins le fait de déléguer. Et j'ai envie de dire, c'est les toutes premières délégations qui sont hyper compliquées parce qu'au tout départ, dans plein de cas, on est vraiment tout seul. Et le premier monteur, dans mon cas, le premier monteur vidéo, etc., c'est déjà fou de se dire, je faisais le montage tout seul, qui est quand même une grosse partie de l'artistique dans le métier, et de devoir le laisser, ce bébé qui est si important, entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est vraiment très, très difficile. Il y a une part de créativité qui est la chose la plus difficile à déléguer. Et ça, il faut quand même essayer de faire un petit peu le deuil de certaines parties et d'identifier, je finis là-dessus, d'identifier sa valeur ajoutée, ça rejoint complètement ce que tu dis, identifier sa valeur ajoutée, dire là, j'apporte quelque chose à ma boîte, là, limite, je desserre ma boîte, donc je prends quelqu'un. Et ça, j'ai mis du temps, mais je pense que c'est bon. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe, on est 40, donc 30-40, ça reste OK pour pouvoir avoir une certaine proximité, parler. Voilà. Après, il y a des moments où ils sont en full autonomie quand je pars, il y a des moments où j'arrive à les voir, quoi. Samuel, Fif, le conseil? Le seul conseil que je donnerais, c'est Jean-Claude Duss. Vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut passer. Donc, voilà, c'est en vrai, voilà, ne te pose pas trop de questions, fonce, bosse. Et puis, on a la chance en France que je pense que quand on bosse vraiment, ça marche, quoi. Donc, il ne faut jamais s'arrêter, c'est très, très dur. L'entrepreneuriat, c'est un putain de chemin qui dure beaucoup d'années. Les 7 premières sont les plus dures parce que c'est en général là qu'on doit rembourser les emprunts. Et puis ensuite, après, ça va un peu mieux. Mais voilà, fonce. Il y a une anecdote que tu m'avais racontée la première fois qu'on a tourné ensemble. Parce que du coup, il est très très bon aussi à la caméra et il parle bien. Là, il vient d'atterrir à Hong Kong, il est fatigué, il fait le modeste. Mais non, mais je sais pourquoi M6 l'a recruté aussi, tu vois. Il est très fort et très bon devant la caméra et tu devrais faire une chaîne YouTube, on en reparlera. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire du coup. La première chose que je t'ai dit. Cette année. Ouais, tu avais une anecdote sur Top Chef parce que tu te faisais, je ne vais pas la spoil parce que c'est la tienne, mais qu'il y a un chef qui t'a parlé de Top Chef et tu t'es un peu moqué de lui et voilà, tu l'as. Ouais, je l'ai. Je l'aime tellement, je me suis dit, c'est trop con si tu l'as. Pourquoi j'ai lancé, tu veux dire? Pourquoi je l'ai fait? Pourquoi tu as fait Top Chef? Justement, j'étais avec mon pote de Hong Kong, justement, avec qui j'étais là il y a 2 jours, c'est incroyable. Et qui m'a dit, en fait, il a fait Top Chef. Et puis, moi, je ne regardais pas du tout. Ça faisait 12 ans que j'étais à l'étranger, je n'avais jamais regardé. Il le fait, on est tous derrière lui. Il a une étoile Michelin. Et puis, finalement, malheureusement, il fait que 3 semaines dans le concours. Quand il revient au Japon, on est à Tokyo à ce moment-là. On se fout tous de sa gueule et tout. Je lui dis, vas-y, t'es nul et tout. Franchement, 3 semaines, alors que c'est un mec, c'est un monstre de la cuisine. Bref, il me dit, et puis en fait, il me dit, bah, vas-y, toi, t'es jeune et tout, t'as qu'à le faire. Bon, vas-y, c'est un concours, je connaissais pas. Je dis, c'est quoi, faut s'inscrire où, faut envoyer une lettre et tout. Je n'avais aucune connaissance de ce que c'était Top Chef. Bref, du coup, je m'inscris, je passe les castings, j'étais chef d'ambassade à ce moment-là, je pense que ça les intéresse à M6. Je fais le truc, je rentre dedans, mon seul objectif, c'est de faire 3 semaines. Je veux juste faire 3 semaines, je veux juste le passer pour rentrer en héros à Tokyo, près de tous les copains et dire, allez, c'est bon, j'ai battu le mec et tout. Et puis, bah, voilà, finalement, je me fais prendre au jeu et tout. Et puis, je me rends compte, effectivement, je me rappelle
rappelle des premiers retours au Japon où le pilote m'invite dans la cabine pour aller faire le retour, que tout le monde me reconnaît dans l'avion. Et là, je suis en train de me dire, waouh, il se passe vraiment quelque chose. Et puis, c'est à ce moment-là, justement, du coup, que je décide de dire à ma femme qui bosse aujourd'hui dans la boîte d'Emmanuel, qui était à San Francisco, avec qui je devais rejoindre à San Francisco, écoute, vas-y, on rentre à Angers, c'est la plus belle ville du monde. Elle m'a dit, on s'est rencontrés à Shanghai, Angers, c'est où? J'ai dit, tu vas voir, c'est très joli, c'est très sympa, on va ouvrir un restaurant à Angers. Et donc après, voilà, ça a commencé comme ça, l'histoire de ma vie française. C'est donc un peu cool de revenir dire à son pote, bon bah voilà. Voilà, exactement. Allez, merci. Et là, aujourd'hui, c'est drôle, quoi. Mais tu repars avec plus que 3 semaines, puisque tu as été du coup le gagnant, et c'est ça Bah, qui ouais, t'a permis de c'est changer ta vie, quoi, donc globalement. Ton futur agent sera donc là pour ta chaîne YouTube qui arrive. Trop tard, j'arrive trop tard. Passer quelque chose. Fif, en un mot, En un mot, qu'est-ce qu'a fait la diff pour toi? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'a fait la diff et le conseil du coup que tu pourrais redonner? Structurez-vous bien. Et surtout, faites un pacte d'associés. Ouais, c'est vrai ça. Souvent, on le dit pas assez aux gens qui se lancent. C'est vrai. Faites attention, Il y a structurez. Alexis là-bas, si jamais hors caméra tu veux taper avec lui, puisqu'il n'y a pas de pacte d'associés, je sais pas si c'est entre vous, mais il y a peut-être besoin hors caméra de... Bon, Alexis, ça bouge pas, il y a même pas besoin. Mais c'est bien en tout cas, c'est bien de cadrer les choses. Ok. Parce que quand tu commences avec des amis, tu penses que c'est comme dans les films, à la vie, à la mort, mais non. Ou même avec la famille. Hein. Tu veux dire, mais non, c'est mon frère de sang, il va rien arriver. Il peut... Bah non. Donc c'est comme tout, au début tout est beau, puis après les gens évoluent, et puis après tout peut changer. Au moins quand il y a un pacte, quand c'est cadré, tu peux monter en l'air, machin, faire tout ce que tu veux. C'est ça, on se base sur ce qu'on s'est dit quand on était en osmose. Donc du coup, voilà, parce que souvent tu évolues, tu as une autre vision des choses, et puis il y en a pour qui peut-être le succès ou les choses, ça peut leur faire vriller, mais au moins là il y a la base. Donc souvent les gens, enfin, je pense que les gens n'y pensent pas au début, parce que déjà tu sais même pas que tu peux atteindre un certain niveau, un certain point, donc tu te dis, mais non, ça bougera jamais, ça. Mais attends, tu rigoles, quoi, tu dis n'importe quoi. Puis après, quand les problèmes arrivent, c'est là que tu dis, ah, et là c'est beaucoup plus compliqué du coup de gérer tout ça, parce que après il faut faire appel à des avocats, à des trucs, donc ça arrive à plein de monde, mais on n'y pense pas, les gens n'y pensent pas. Donc je pense, le meilleur conseil que je peux donner à un entrepreneur qui se lance, s'il a des associés, pacte d'associés, avocat. On pense toujours que ça coûte cher un avocat au début, mais ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher après. Donc c'est jamais trop cher un avocat. Peu importe le prix du début, ce sera jamais cher. En tout cas, ça sera toujours moins cher qu'après. Après, le problème du pacte d'associés, c'est quand c'est le bordel, on rediscute toujours le pacte d'associés. Non mais le pacte d'associés, de toute façon, c'est un truc qui se rediscute, je crois, c'est pas tous les 4 ans, 5 ans, enfin, ça se rediscute, quoi. Non, mais c'est Au vrai moins, il y a que une base. Le conseil, c'est vrai qu'il est important. Ton conseil, Nicolas? Moi, être passionné par ce qu'on a envie de faire, donner envie d'avoir envie des gens de nous entourer, savoir dire non, très important, savoir dire non. Moi, j'ai longtemps pas su savoir dire non, et on se fait piéger par des projets, on n'a rien à faire dans certains endroits. Et puis moi, un truc où je suis très bon, c'est dans le management, c'est aujourd'hui mon staff, ils sont tous meilleurs que moi, quoi. Un bon manager, c'est un mec qui est entouré que de meilleurs que lui. Un mauvais manager, c'est un mec qui est entouré que de moins bon que lui, en fait. Dire non. Ça va dire non. J'ai peur que tu me dises non pour mes macarons. Tu termines ce tour de table et cet échange, Lucien, ton conseil? Moi, je rejoins Fif aussi sur le fait de bien ficeler les choses au départ. C'est vrai que moi, je me rends compte avec ma chaîne YouTube secondaire, qui parle que d'entrepreneuriat, justement, et de comment j'ai fait mon petit groupe de société, de comment quand j'ai de la trésor, comment je fais pour la placer. Je fais axer vraiment là-dessus pour aider les gens. Et je me rends compte, en fait, que beaucoup de gens se lancent dans des choses comme ça sans connaître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des cabinets comptables qui sont passionnés. Il y a aussi des fiscalistes qui sont passionnés et qui ne vont pas te prendre 500 000 € pour avoir le petit conseil gratuit de lancement. Et je vois des gens qui partent dans des formes juridiques de sociétés qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font, qui partent dans des trucs qui les brident justement après, ou parfois même dans des packs d'associés quand les gens reprennent. Moi, j'ai vu des trucs de fous avec des gens qui se sont associés sur des projets de malades, alors qu'ils se connaissent depuis un mois, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment important, je pense, de se former, mais sur YouTube, sur des podcasts qui parlent de crypto, sur de la bourse, ou lancer une entreprise. Il y a plein de gens qui font ça super bien. Et avant de mettre le moindre centime en crypto, j'ai passé des heures à t'écouter, par exemple. Tu vois. Merci Non, beaucoup. mais tu vois, tu fais partie vraiment des gens que j'ai vraiment longtemps écoutés avant de me dire là, je mets 1 € quelque part. Et donc, je pense que c'est important pour ceux qui lancent des entreprises, qui lancent des projets qu'ils ont à la tête, pour les transformer en quelque chose de palpable, quoi.
Est-ce que mon micro il était bon sur les podcasts? Ben moi, j'ai dû arriver après. J'ai dû arriver après le micro, moi. L'anecdote, c'est justement que Maxime m'a donné le premier micro. À l'époque, on faisait des podcasts avec l'iPhone et j'ai reçu un jour un message de cette personne qui me disait c'est bien ce que tu dis, mais globalement, ton son, c'est de la merde. Donc, j'ai reçu un super Blue Yeti qui est toujours mon micro il y a quelques années. Incroyable. Qui a permis de créer le reste. Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous d'avoir été autour de cette table pour le premier épisode de l'addition. Et si jamais vous souhaitez voir des personnes particulièrement précises autour de cette table, mettez-les en commentaire. On choisira évidemment pour les prochains épisodes. Et si vous avez des projets également, vous êtes peut-être à un commentaire de changer votre vie et de pitcher face aux prochaines tables de l'addition. Merci beaucoup.